sur les années à venir, ce qui va prendre le plus en valeur, c'est peut-être pas l'immobilier en tant que tel avec la valeur foncière, mais une chose est sûre, c'est que c'est les loyers qui vont grimper, et ça va grimper très fort. J'ai 14 colocations, moi. Ok. Mes 14 colocations, je crois que ma colocation qui crache le moins, c'est 850 balles de cash flow par mois. Ok. Mais minimum. Moins t'as de moyens, plus tu vas devoir apporter de la valeur ajoutée par toi-même. Dans l'immobilier, t'as de tout. T'as des gens qui sont pas du tout de confiance, pourtant ils aspirent confiance. Et Kevin, il a vendu la Love Room parce que c'était devenu un réseau de prostitution. 93% des gens qui consomment une formation ne passent pas à l'action. Et nous, on s'est dit, on doit faire de ça notre responsabilité. Mais à la condition que tu as un passé d'investisseur immobilier réussi. C'est faux. Alexandre, bienvenue dans C'est pas trop tôt, je suis super content de t'accueillir. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de définir qu'est-ce qu'il est encore possible de faire en immobilier en 2024. Est-ce que c'est possible de faire de cash flow? Est-ce que c'est possible de devenir riche, par exemple? Et c'est super intéressant de t'accueillir parce que, pour te présenter un petit peu, tu es le fondateur du groupe 110% qui accompagne des investisseurs pour faire des investissements clés en main et tu es en plus investisseur immobilier à titre personnel, donc ça te permet d'avoir quand même une vision assez globale de ce qui est possible de faire en immobilier parce que tu accompagnes des dizaines de clients et tu investis aussi à titre perso. Donc je pense que t'es vraiment l'invité parfait pour répondre à cette question. Ce que je te propose, c'est que pour commencer, tu te présentes un peu plus en détail pour nous expliquer un peu ton parcours. Ouais, très bien. Bon, déjà, salut Thibaut. Merci pour l'accueil. Franchement, super, là, on est très bien. Donc, bien installé déjà, donc ça, c'est cool. Ça s'améliore de plus en plus sur le studio. Là. Ouais, non, franchement, vous êtes bon. Et du coup, pour me présenter rapidement, donc je suis multi-investisseur à titre personnel. Moi, ça fait plus de 13 ans que j'investis dans l'immobilier. J'ai commencé même marchand de biens, tu vois, pour tout dire. Et le groupe 110, tu vois, c'est un groupe qui a 4 ans et on accompagne, tu vois, par an, on fait à peu près 165 transactions par an, donc c'est quand même pas mal. Et puis, on a constitué en fait tout l'écosystème qu'il fallait pour un investisseur. Donc, c'est-à-dire, tu vois, de la mise en place stratégique, fiscale, etc. On fait même de l'ingénierie patrimoniale, tu vois, pour certains clients où on vient arbitrer déjà dans le patrimoine existant. Seulement après, on définit la stratégie, donc des fois avec des avocats fiscalistes, des experts comptables, voire même des commissaires aux comptes en fonction du client que tu as. Et seulement là, avec un bon cahier des charges, on se lance, on fait les recherches, on fait toutes les étapes très classiques d'un accompagnement clé en main. Et on accompagne également nos clients, pour ceux qui le souhaitent, jusqu'à leur liasse fiscale. Donc on a société de travaux, on a société d'architectes chez nous, et on vient de lancer l'académie. Incroyable. Ouais. Moi, ça a l'air presque trop beau. Ça coûte cher ou pas comme service? Tu nous as mis sur ton comparateur. Donc non, je pense qu'on est plutôt bien positionné. Non, aujourd'hui, on est à 6,6% et on prend 10%, tu vois, sur le montant négocié. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est tout bête, mais tu vois, tu as toujours des clients qui peuvent te dire, mais est-ce que vous êtes sûr que vous m'avez négocié le plus bas possible de ce qu'on pouvait avoir? Et donc, du coup, on a pallié à ça avec les 10% sur la négo, parce qu'en fait, quand tu t'amuses à faire un comparatif, avec les 10% de négo, toi tu gagnes plus, ton client gagne plus, et le seul parti entre guillemets qui est lésé, c'est le vendeur, mais bon, c'est pas celui que je défends dans l'histoire. Voilà. Ok, écoute, pour commencer, on va faire un vrai faux. L'objectif, c'est à un moment que tu répondes par vrai ou par faux. Tu te poses pas trop de questions et t'argumentes pas. On aura le temps d'argumenter un peu plus après. J'ai pas le droit de dire peut-être. Non. Vrai, après, t'as le droit à un joker. En général, on donne un joker. Donc, c'est ça qu'on va faire. Ensuite, je vais te donner 5 profils différents. Donc, ça va être des profils un peu types. On va dire qu'on a essayé de rassembler profils qui peuvent parler à le plus de gens et savoir ce qu'ils peuvent faire à titre personnel dans l'immobilier. Et ensuite, je vais te montrer des vidéos, des pubs que je pense beaucoup de gens qui s'intéressent à l'immobilier et peut-être nos auditeurs ont vu, de formateurs très connus. Tu vas me dire ce que t'en penses, si c'est possible, si pour toi c'est du bullshit ou des vendeurs de rêve. Je vais être honnête. Voilà. Surtout qu'en plus tu lances ta formation aussi, donc on va voir qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce que tu proposes. Et ensuite on va parler en plus de 110%, peut-être du service que tu proposes si ça intéresse certains. Donc c'est parti, on se lance. C'est parti. Pour le vrai faux, faire un investissement locatif est plus intéressant que d'acheter sa résidence principale. Faux. Quitter son travail en 5 ans est possible grâce à l'immobilier. Oui. Une personne au SMIC ne peut pas devenir riche grâce à l'immobilier. Non. Une personne sans CDI ne peut pas emprunter. Faux. Les arnaques sont nombreuses pour les investisseurs. Vrai. Il est toujours possible de faire du cash flow avec l'investissement immobilier. Vrai. Se former est crucial avant de commencer à investir dans l'immobilier. Vrai. Le rêve est le produit phare des formateurs immobiliers. Vrai. Ok, écoute, c'est super, c'est un sans faute.
D'abord, pour commencer, avant d'aller sur chaque profil, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux ensemble. Okay. Comme je l'ai dit, tu as quand même une belle vision sur l'immobilier, investisseur depuis plus de 14 ans. Ouais, 13. Non, mais le mec qui veut être 13 ans. précis, tu vois. Ouais, non, c'est important. Depuis plus de 13 ans, des centaines d'investisseurs immobiliers accompagnés depuis la création de ton entreprise il y a 4 ans. Et donc, c'est important parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de changements dans les conditions de marché. Et donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est avec la fin du calcul différentiel, des taux qui ont fait quasiment x4 depuis 3-4 ans, le Airbnb qui est de plus en plus contrôlé, l'IFI, donc ça a déjà un petit moment, mais quand même, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier aujourd'hui ? C'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge. Et il bouge où tous les prix continuent continuellement à augmenter. Donc en fait, dans 10 ans, la vie coûtera plus cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui. Et l'immobilier, c'est un besoin primaire. Donc comme c'est un besoin primaire, et du coup, tu dois répondre à ça. Et ce qu'on constate, c'est que oui, tu l'as dit, le marché il est beaucoup plus complexe qu'avant parce que les taux augmentent, parce que tout ça. Mais on parlera peut-être de ça, mais c'est plus la résidence principale qui est vraiment très bloquée aujourd'hui. Okay. Les intérêts bancaires, même si tu pénalises sur le cash flow, mais pour des investisseurs qui s'y prennent bien, c'est pas de l'argent totalement perdu, tu vois. Donc il y a tout ça, mais aujourd'hui, tu peux encore faire des très belles opérations, et puis c'est surtout des opérations qui vont prendre dans le temps aussi, tu vois. Ok. Tu dis que les intérêts sont pas perdus, est-ce que c'est parce que du coup tu peux les déduire de ton résultat ? C'est ça, c'est que tu les déduis de ton résultat, donc du coup en fait, si tu veux, ça te prolonge en fait la possibilité d'avoir un résultat comptablement parlant déficitaire, et donc du coup de pas payer d'impôts pendant encore plus d'années, tu vois. Oui, donc l'augmentation n'est pas complètement des taux d'intérêt n'est pas directement impacté sur complètement sur le cash flow. En fait, si tu veux, c'est que ça, on peut pas le considérer comme du gain. Tu vois, j'entends beaucoup de gens qui disent les intérêts bancaires, c'est du gain. Non, c'est pas du gain. Le cash flow, c'est du gain. Ouais. Et les intérêts et l'augmentation des intérêts sont venus bouffer ce cash flow. Tu vois, donc avant, moi, j'ai fait des opérations où je prenais 1500 balles de cash flow sur des OP, tu vois. Donc, je me suis amusé à le faire. Tu vois, un de mes biens, par exemple, les 1500 euros de cash flow se sont transformés en 200 euros d'effort financier. Si je prends le bien au moment où je l'ai acheté et le bien actuellement, avec sa valorisation du moment, etc. Donc, effectivement, est-ce que tu fais les mêmes opérations que ce que tu faisais avant ? Non, tu changes de zone, tu vois où est-ce que c'est encore possible, tu vois où il y a des besoins au niveau de la tension locative, etc. Là où tu as un foncier qui permet encore, tu vois, une acquisition pas trop chère au prix du mètre carré. Ouais. Donc voilà, c'est tout ça que tu dois observer. Et puis derrière, oui, tu peux encore faire des choses. Ok. Tu as utilisé le mot cash flow. Ouais. C'est un mot qui est très utilisé. Je pense que quand on s'intéresse un peu à l'immobilier, qu'on reçoit beaucoup de pubs là-dessus, qu'on entend énormément, est-ce qu'il y a un malentendu autour du cash flow ? Dans le sens, qu'est-ce que les gens entendent par cash flow ? Est-ce que c'est vraiment de l'argent que tu vas mettre dans ta poche ? Ou est-ce que, comme certains peuvent le dire avec l'autofinancement, ils vont faire des calculs un peu plus simplistes, de dire ok, j'ai 500 euros de remboursement de crédit et j'ai 1000 euros de loyer, c'est bon, j'ai 500 euros de cash flow. Ouais, non, alors celui qui calcule comme ça, faut qu'il arrête d'investir dans l'immobilier, si je peux me permettre, parce qu'il y a beaucoup d'autres frais qui viennent pondérer justement ça. Donc non, le cash flow, c'est réellement ce qui reste une fois que tu as tout pris en compte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le cash flow, on va en parler quand tu fais une opération en nom propre. Okay. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en nom propre, tu as cette transparence-là où ça tombe sur un compte qui t'est dédié. Donc, tu as cette appartenance du bien. Par contre, tu le fais en société, c'est de l'argent qui appartient à ta société. Donc, on va dire que c'est de la trésorerie positive. Tu vois ? Donc, déjà, dans les termes, ça change un peu. Et cette trésorerie positive-là, quand tu es en société, l'idée, c'est de ne pas y toucher parce qu'elle va peut-être te permettre de pallier à des petits travaux en cours de route, etc. Parce que l'immobilier, c'est ça. L'immobilier, c'est vivant. Donc, demain, tu peux avoir le meilleur des locataires. Il t'a rendu l'appartement, il a refait la peinture, il a tout refait, il rend les clés. Celui-là, tu as envie de l'embrasser et de dire fantastique, tu vois. Mais après, t'en as, ils peuvent te rendre des biens dans des conditions difficiles. Et donc, si tu n'as pas eu cette liquidité-là et que tu as considéré que c'était de la liquidité pour te prévenir de ça, là ça devient compliqué. Alors que si tu t'es dit j'y touche pas et le jour où j'ai besoin je tape dedans, comme ça je remets pas d'argent de ma poche et je fais travailler comme ça, là c'est très bien. Mais l'immobilier, c'est ça que les gens ont tendance à oublier, c'est que de l'immobilier ça s'entretient. Tu vois, pour justement conserver cette valeur qui doit être toujours une valeur la plus haute possible sur un marché, tu vois. Complètement, je pense que c'est quelque chose que les gens oublient assez facilement, et même dans l'investissement clé en main, c'est quelque chose, honnêtement, je l'ai vu très régulièrement.
dans les modélisations, etc., l'entretien du bien n'est jamais pris en compte. Donc, on ne montre pas vraiment au client qu'il y a cet aspect-là à prendre en compte. Bon, alors, il y en a, ils font vraiment juste taxe foncière et charges de copro, alors qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses, l'assurance PNO, les frais comptables si on fait du LMNP ou même on investit en société. Ouais, nous, les frais comptables, par exemple, c'est quelque chose qu'on met systématiquement. C'est-à-dire que même un client qui nous dit non, moi, la comptabilité, je vais la gérer moi-même, par expérience, on lui met quand même les frais comptables. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un an, de toute façon, nous, alors c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a des clients qui sont cool, qui jouent la transparence, donc ils nous envoient leur liasse fiscale. Et nous, on voit déjà qu'il y a eu des erreurs de fait. Donc c'est là où on dit, non, attends, faire l'amortissement du bien à telle valeur, enfin tu vois, c'est tout bête, mais tiens, j'ai pondéré tous les meubles au même titre parce que j'ai fait du meublé. Bah non, tous ceux qui dépassent 500 €, ça rentre dans de l'amortissement, c'est plus dans les frais. Enfin tu vois, il y a plein de trucs, des subtilités, des techniques, et donc du coup ça, les gens le maîtrisent pas forcément et vont faire des erreurs. Alors, faire une erreur comptable, quand tu es un petit investisseur, c'est pas trop gênant, c'est pas trop grave. Par contre, dès l'instant que tu commences à être en société, là, ça devient obligatoire parce qu'il y a trop de subtilités, il y a plein de choses. Et puis, si tu as envie vraiment de grandir et de continuer à investir dans l'immobilier, tu es obligé de professionnaliser tout ça. Alors, on a vu du coup à peu près et que c'était toujours intéressant d'investir dans l'immobilier malgré tout ce qu'on a dit. On reviendra peut-être un petit peu après sur le calcul différentiel qui est plus le cas sur les différents profils parce que je pense que c'est intéressant et ça bloque pas mal de gens. Mais avant ça, ok, bon, c'est intéressant d'investir dans l'immobilier, mais si on prend un peu de recul, tu vois, et qu'on essaie d'aller voir à long terme, alors je sais que tu vas pas me dire le contraire, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec une démographie, tu vois, qui est plutôt stable, alors qui croît encore un peu en France, mais si on regarde les projections, on est plus autour de 10 ans où ça va continuer à croître, ensuite ça va baisser. Les taux d'intérêt, ils ont déjà été quasiment au minimum qu'on peut voir. Donc, on a vu un peu les prix maximum et ça a forcément boosté les prix. La longueur de l'emprunt aujourd'hui, en moyenne, est quasiment à 22-23. Donc, le maximum légal, on va dire, c'est 25. Donc, on est au taquet. Quels sont les potentiels vecteurs de croissance de l'immobilier, à part l'inflation, qui ferait que c'est intéressant à long terme d'investir ? En fait, c'est une très bonne question. C'est qu'aujourd'hui, c'est sûr que si tu prends, par exemple, il y a 5 ans ou encore 10 ans, quand moi j'investissais, tu avais le calcul différentiel. Tu te faisais financer 180% d'un projet en banque, parce que tu te faisais financer tous les travaux, tu faisais vraiment tout financer. Tu avais un marché qui était très favorable entre tu vois, le coût d'acquisition, donc la valeur foncière, et par rapport à une valeur locative qui était supérieure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as un immobilier qui a trop vite progressé par rapport à la valeur locative. D'accord ? Par contre, une chose, et ça c'est une certitude, c'est qu'aujourd'hui en France, on est en pleine crise du logement. Qui dit crise du logement, dit que tu viens d'avoir un déséquilibre entre la demande et l'offre. Donc tu as beaucoup plus de demandes actuellement que d'offres. Donc, et on le voit, ça s'est accéléré dans les zones où notamment tu as le loyer plafonné. Donc je ne vais pas faire de politique aujourd'hui, tu vois, mais on le constate. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est que d'un point de vue général sur le marché, sur les années à venir, ce qui va prendre le plus en valeur, c'est peut-être pas l'immobilier en tant que tel avec la valeur foncière, mais une chose est sûre, c'est que c'est les loyers qui vont grimper et ça va grimper très fort. Et ça, j'en suis sûr. Tu vois. Après, est-ce qu'on aura, tu vois, des taux qui vont rebaisser, etc. Enfin, tu vois, la France vient d'être reclassée au niveau de sa notation. Je sais pas, tu vois, j'ai pas de boule magique. Maintenant, si tu écoutes la BCE, si tu regardes la Banque centrale américaine, tous les signaux sont vers un réengagement à faire redétendre les taux, tout simplement pour relancer l'économie. Donc, est-ce qu'on va baisser, tu vois, avec leur objectif qu'ils avaient fixé sous la barre des 3% d'ici la fin d'année 2024 ? Ce serait un bon signal. Mais rien que là, aujourd'hui, avec le constat qu'on a, c'est que l'année dernière, on était à peu près à 4,5 sur des taux. Aujourd'hui, on a des clients qui sortent à 3,5, 3,2, tu vois, actuellement. Donc, on commence à se rapprocher de cette barre des 3. Et là où on a regagné mécaniquement du cash flow sur les opérations, ou de la trésorerie, comme tu as envie, si c'est en société. Tu vois. Donc, pour toi, si on regarde vraiment à long terme, on va dire, allez, 15-20 ans sur l'immobilier, faut peut-être pas tant compter sur une augmentation de la valeur de son bien, parce qu'on l'a vu sur les 20 dernières années, on était sur du 4%. Tu l'auras quand même, cette augmentation de valeur du bien, tu l'auras quand même. Ça, c'est une certitude. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché locatif en France, il y a 5 millions de biens à réhabiliter, notamment avec les DPE. Alors, peu importe, encore une fois, on ne fait pas de politique, peu importe qui passe ou quoi. Bon, ok, demain, tu as l'extrême droite qui passe, le DPE, ils veulent le faire sauter. Ok, bon. Mais dans le temps, le DPE, c'est quelque chose qui est quand même bien. D'accord ? Donc, on y reviendra.
C'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe. Okay, mais on y reviendra. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, on a une boîte de travaux. Donc, on le voit tout ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de faire des travaux pour réhabiliter leurs biens. Sauf que, à l'heure où on se parle, on est sur un indice 128, tu vois, par rapport à il y a 5 ans. Donc, ça veut dire que tu as déjà pris 28% d'augmentation sur le coût d'une rénovation, ce qui est énorme. Et donc, maintenant que tu sais que tu as ces 5 millions de biens sous un horizon de 10 ans, et que tu as une baisse de salariés ou d'artisans qui font les travaux. Qu'est-ce qui va se passer ? Offre et demande, un gros déséquilibre, parce que l'économie, tout va se redétendre quand même, hein, tu vois, dans les années à venir, ça va se redétendre un peu. Les gens, ils auront peut-être des facilités pour réaccorder des crédits, des choses comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se jeter, tu vois, à l'horizon des 5 dernières années, sauf que tu n'auras pas la main-d'œuvre. Donc, comme tu n'auras pas la main-d'œuvre, qu'est-ce qui va se passer ? Cette main-d'œuvre va devenir de plus en plus chère. Et comme cette main-d'œuvre va coûter de plus en plus cher, le produit fini va mécaniquement parlant prendre de la valeur, donc tu as de l'immobilier qui va prendre de la valeur. C'est mécanique, hein. Ce que je dis, c'est très économique, tout ce que tu veux, mais c'est aussi cyclique. Tu peux prendre ce qui s'est passé depuis 100 ans, c'est exactement ça. Et tout est régi par ce jeu d'offres et de demandes. Donc je suis convaincu que d'une, tu auras une valeur foncière qui va quand même augmenter. Mais pour moi, là où la valeur, en termes de pourcentage, tu vois, tu auras peut-être une valeur foncière, je sais pas de boule magique, mais sur 10 ans, qui va prendre 1% par an en moyenne, donc ce qui fera que tu auras pris 10%, peut-être, je sais pas, tu vois. Mais par contre, je suis convaincu d'un truc, c'est que si tu prends le loyer, celui-là, je suis convaincu qu'à un horizon de 10 ans, il aura pris beaucoup plus que 10%. Ok. Est-ce que tu penses quand même que du coup, il faut investir sur des villes plutôt tendues en termes de loyer parce que voilà, on sait qu'il y a des crises de logement, mais est-ce qu'il y a des crises de logement partout en France, dans le sens, est-ce que si tu vas sur des petites agglomérations, si tu vas à Saint-Étienne par exemple, il y a aussi une crise de logement et des loyers qui peuvent augmenter, et surtout, est-ce que aussi t'as pas peur que les encadrements de loyer limitent cette hausse et le régulateur fasse que finalement le marché n'est pas l'augmentation ne répond pas aux droits du marché, mais plus à des réglementations. Alors, moi, je vais te donner mon avis, c'est qu'un bon investisseur, c'est celui qui s'adapte. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a sur Internet, comme prise d'informations, etc., ou la possibilité de faire appel à des professionnels, tu vois, pour justement voir un peu différemment son approche, je suis convaincu que les loyers plafonnés est une grande erreur. Okay ? Peut-être que ça va être mis, imaginons, demain, à l'échelle nationale. Pourquoi pas ? On ne sait pas ce qu'ils ont dans leur tête, tu vois, nos gouverneurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je suis assez convaincu que là, ce sera très important de pouvoir répondre à un service européen, voire même mondial. Parce que les gens, notamment les jeunes comme toi, 26 ans, tu vois, demain, oui, tu es content d'investir en France parce que tu es français et puis tu as cette attache-là avec la France, et je l'ai, mais demain, moi, tu me bloques, qu'est-ce que je vais faire ? Mon argent, je vais le mettre ailleurs. Et tu vois, j'ai pas peur de le dire, parce que c'est le jeu, c'est comme ça. Aujourd'hui, un investisseur qui gagne pas d'argent, est-ce qu'il va continuer à investir ? Il arrêtera d'investir. Donc, il ira tout simplement en s'adaptant et donc peut-être demain investir dans d'autres pays. Donc, c'est le gros risque qu'on a. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Comme tu vas créer encore plus de tensions locatives, et le jour où tu as de nouveau une nouvelle présidence ou ce que tu veux, et qui se rend compte qu'il faut s'attaquer à ça et qu'il faut relancer tout, t'as tout qui dégueule. Donc, voilà. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs n'ont pas peur d'investir ailleurs. Tu parlais d'un pays étranger. T'en as un en tête ou pas ? Non, j'en ai pas en tête, mais après, voilà, moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui ont un peu d'argent. Oui, il y en a qui investissent en ce moment. Tu vois, il y a des connus, hein, il y a Bali, mais ça fait quelques années. Mais là où tout le monde part, quoi. Moi, je vois Dubaï, quoi. Je vois en ce moment beaucoup aussi des riads au Maroc. mais vraiment, ça crache pas mal. Alors, les riads au Maroc, ça peut être très intéressant aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on accompagne des clients marocains qui investissent en France. D'accord. Et dont notamment je ne citerai pas le nom, mais qui fait partie de ma famille en plus de ça, qui a un haut poste là-bas en tant qu'avocat dans les affaires pétrolières. En fait, si tu veux, c'est que là-bas, ils font tout pour te faire venir et ils ne veulent pas que leurs investisseurs partent. Donc, tu vois, ils ont mis des taxes supplémentaires, par exemple, à tous les Marocains qui investissent dans d'autres pays. Voilà, pour info. Donc du coup, tu as aussi beaucoup de Marocains qui vont réinvestir aussi au Maroc maintenant. Ok. Par quel mécanisme tu arrives à taxer de l'argent qui part
Parce que tu es obligé quand même d'avoir une certaine transparence. Okay. Tu vois, même si on dit, aujourd'hui, tu peux ne pas communiquer à ta banque que tu as tel crédit, que tu as tel truc. Bon, globalement, le jour où tu dois déclarer tes impôts, tu dois déclarer tes biens, tu dois déclarer, en plus de ça, ta succession pour tes enfants ou tout ça. Bon, t'inquiète pas, il y a toujours le moyen de retrouver ce que tu as à droite à gauche. Tu vois. Ouais, ok. Donc voilà. Alors, on va passer maintenant au profil. Ouais. Et je vais te demander, t'es professionnel, c'est ton métier, de les conseiller sur leur stratégie immobilière. Donc, c'est des profils assez simples, hein, j'ai essayé de faire assez large. Et de leur dire, ok, toi, avec cet objectif-là, voilà ce qui est quand même possible aujourd'hui avec le marché actuel de faire ou ce qui n'est pas possible de faire. Okay. Alors, j'ai 30 ans, je suis au SMIC, un peu d'apport et beaucoup de temps à donner. Est-ce que je peux compter sur l'immobilier pour devenir riche et quitter mon travail ? Oui. Ok. Ouais, tu peux. Si tu as beaucoup de temps et que tu veux faire des choses par toi-même, donc c'est tout bête, mais tu vas acheter le bien le plus pourri du marché, tu vas commencer par une petite surface, parce que du coup, la valeur foncière, tu pourras l'avoir très très basse, 40 000, 50 000 balles, tu vois, et tu vas faire les travaux par toi-même, parce que tu as le temps. Donc, au lieu de payer des services qui vont faire que forcément, plus tu payes de services, plus ça a de l'impact dans ta rentabilité. Mais si toi, tu transformes comme ça et que tu le fais bien, tu peux vite gagner quand même pas mal de cash flow par mois, tu vois. Donc là, tu vas faire... Alors après, il faut faire gaffe, c'est que tu as le HCSF qui va rentrer en compte. Est-ce que tu as ta résidence principale, pas ta résidence principale ? Donc si tu as ta résidence principale avec un faible revenu, ce qui va se passer, c'est que tu peux être bloqué. Donc ce qu'on va rechercher, c'est être sûr que tu ne dépasses pas, par exemple, 20% d'endettement. Et avec ça, ce qui te restera, on en profitera pour te faire basculer en société. Okay. Et cette société-là, encore une fois, tu vas faire la même chose, c'est-à-dire tu vas faire les travaux par toi-même, tu vas réhabiliter le bien et tu fonctionneras à l'opportunité. Donc c'est-à-dire que si tu as tout fait toi-même, tu vas voir que sur un truc comme ça, tu loues peut-être en moyenne 700 balles ou je sais pas combien, tu auras un crédit 300, 350, globalement ça y est, tu as déjà fait une opération qui est plutôt intéressante. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que comme tu auras fait les travaux par toi-même et si tu les fais bien et que tu choisis des matériaux kitsch, tu vois, qui vont se casser au bout de 3 jours ou quoi, tu peux même améliorer la valeur foncière de ton bien et peut-être à l'opportunité, parce qu'un investisseur c'est ça, si tu sais que tu peux bien le vendre, tu prends le gain et puis tu le réinvestis, tu refais la même chose. Si tu as du temps, tu peux. Si par contre dans le même exemple tu n'as pas de temps, là c'est très compliqué. Ok. Ce que je trouve intéressant aussi avec cette stratégie, c'est que si tu fais les travaux toi-même et qu'ensuite tu veux continuer à investir, sur les artisans tu vas être injouable parce que tu vas savoir exactement les trucs qu'il faut faire et tu vas avoir une vraie vision. Moi je me connais pas trop en travaux et là on a fait un peu de travaux ici et sur les rendus, mon père il se connaît bien, sur les rendus je regardais les trucs mais j'étais complètement aveugle quoi. Alors que mon père qui a déjà fait des travaux etc, il regarde tout de suite quand ça va pas etc, donc il peut faire revenir les artisans etc. Donc faire soi-même pour une stratégie long terme, je pense que c'est vraiment super intéressant. Tu vois, le seul truc que j'aurais tendance à dire à quelqu'un qui a peu de moyens, c'est tout bête, hein, mais c'est d'avoir peut-être des petits outils pour savoir s'il achète le bon bien. Nous, on le voit parce qu'on achète des biens, tu vois, à des marchands de biens, on achète des biens à des foncières, on achète des biens à tout le monde, tu vois. Et nous, nos équipes, par exemple, c'est tout bête, mais ils ont de quoi sonder les murs. Okay. Et en fait, pourquoi sonder un mur ? Parce que là, ton mur, il a l'air nickel. Mais qui me dit que t'as pas fait un cache-misère ? C'est tout bête, mais de sonder, je vais savoir l'humidité du mur, et peut-être que c'est pas encore apparent, mais si je te l'achète, si ça se trouve, dans 6 mois, le mur, on commence à avoir des taches partout, etc., parce que tu as l'humidité qui ressort au bout d'un moment. C'est tout bête, mais d'avoir des petits outils comme ça, où tu sondes tes murs un peu partout, tu regardes, etc., parce que c'est pas forcément, tu vois, l'humidité. Là, un investisseur qui s'y connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder, il va dire, c'est bien, ça a l'air clean, machin. Si ça se trouve, c'est pas du tout clean, parce que juste avant de vendre, le mec, il a fait un cache-misère, il t'a remis des couches de placo, et derrière, tu te fais avoir, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est des petits tips à avoir. Quand tu veux faire les choses par toi-même, c'est quand même d'avoir un peu l'œil, et si t'as pas l'œil, c'est d'avoir des petits outils comme ça, tu vois. Ok. Voilà. Donc pour récapituler, pour cette personne qui a 30 ans et qui est au SMIC, qui a beaucoup de temps, un petit peu d'apport, acheter un bien le plus dégradé possible, le truc que personne ne veut, faire les travaux soi-même, donc quand même se former un peu sur la partie travaux. En fait, si tu veux, c'est que moins tu as de moyens, entre guillemets, si on peut le résumer comme ça, plus tu vas devoir apporter de la valeur ajoutée par toi-même. Tu résumes à ça, tu as tout compris. Ok. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ok, et ensuite, une fois qu'il a fait son premier bien, potentiellement, il est à
cash flow, on va dire, donc oui, parce qu'il a apporté beaucoup de valeur lui-même, donc il a des cash flows. Est-ce que ça va être suffisant après pour en faire un autre de plus? Ouais. Tu parlais de société. S'il le fait en société, Ok. une société à l'IS, bien évidemment, c'est sûr que si elle est à l'IR avec la transparence fiscale, bon, bah, tu reviens aux normes du HCSF, puisque tu as la transparence fiscale. Et donc, du coup, si tu le fais à l'IS et que derrière, tu dégages des bénéfices. Ok. Alors, attention, quand je dis bénéfices, qu'on s'entende. Bénéfices d'un point de vue comptable, là, bien évidemment, tu vas plutôt être en déficit, parce que l'objectif, c'est que tu amortisses le bien, tu amortis toutes tes charges, etc. Tu vas amortir les travaux, enfin bref, tout. Mais par contre, que tu aies de l'excédent de trésorerie. Si ça, tu l'as, c'est OK. Et j'ai même envie de te dire, dans l'exemple que tu viens de donner, il avait de l'apport. Cet apport-là, il l'a fait en apport en compte associé. Il aura peut-être, en plus de ça, comme il a fait des travaux, eu un différé de 2 ans. Son différé de 2 ans lui permet de reprendre la liquidité qu'il a mis au départ et de pouvoir la remettre de nouveau en apport dans le nouveau projet. Ok. Et en fait, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le mécanisme. Mais moi, je vais te dire comment j'ai investi. Je mettais 20 000. Une fois que j'avais négocié mon différé, je reprenais mes 20 000 parce qu'avec mon différé, j'avais de quoi les ressortir. Ces mêmes 20 000, j'allais redraguer la banque en disant je peux de nouveau remettre tant d'apport. Et je reprenais. Et en fait, avec les mêmes 20 000, mais sauf que j'ai fait 5 opérations. Alors que si tu t'amuses à prendre, à chaque fois tu mets 20 000, 20 000, 20 000, j'aurais dû mettre 100 000 pour 5 opérations sur la table. Alors qu'au final, oui, j'ai mis 100 000 d'apport. Mais mécaniquement parlant, j'ai joué qu'avec mes mêmes 20 000 euros. Une fois que tu as compris ces mécanismes-là dans l'investissement, tu peux faire de belles choses. Mais il faut négocier, tu vois, un différé bancaire, faut défendre son truc, tu vois. Drap, ouais. Et il faut raconter une histoire. Ok. C'est qu'aujourd'hui, une banque, ce n'est pas seulement, tu vois, tiens, j'ai ramené mes fiches de paye, j'ai fait mon paper, voilà, qui explique mon truc. Ok, super, ça c'est bien. Et t'es obligé, parce que t'es obligé de te professionnaliser. Mais qu'est-ce que tu vas raconter à la banque? Qu'est-ce que tu vas faire ressentir à la personne qui est en face de toi? Parce qu'en face de toi, c'est un humain. Ok. Si tu lui transmets ta motivation, tu lui transmets ton énergie, tu lui transmets ton ambition, il saura que c'est sur toi qu'il faut miser. Ouais. Tout simplement. Pas tout simplement, parce que faut le faire, tu vois. Faut y aller, voilà, c'est sûr que tu vas pas, tu vas pas en survêt, tu vas pas dégueulasse, voilà. Tu t'habilles bien, tu as une bonne posture, tu t'es peut-être entraîné devant ta glace, hein, tu vois, les premiers, j'en sais rien. Et puis peut-être même que, tu vois, on parlait de s'entraîner sur les travaux. En faisant, on gagne en expertise. Mais demain, celui qui est prêt à aller se battre, d'aller voir 10 banques, 15 banques, 20 banques, peu importe. Mais entre son premier rendez-vous bancaire et le 20e, mais le mec, il est monté, ou la nana d'ailleurs, ils sont montés en compétences. Complètement. Pour revenir juste rapidement sur cet aspect de mettre de l'argent et de le reprendre dans sa société, peut-être pour expliquer un petit peu, si tu parles d'un compte courant d'associé, et donc c'est prêter de l'argent à sa société. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas de frottement fiscal, parce que vu que tu as prêté de l'argent à la société peut tout simplement te le rendre sans que tu sois taxé sur rien. Donc si tu as de la trésor, tu n'as pas besoin de te payer une taxe sur les dividendes, etc. Tu peux juste ressortir l'argent c'est ça. Tel quel. Donc, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir autant de liquidité rapidement, tu es obligé d'avoir du différé bancaire. Et pour avoir du différé bancaire, les banques l'accordent assez facilement, hein, mais il faut des travaux. Pourquoi ? Parce que la banque doit le justifier, en fait. Voilà. Donc le différé bancaire aussi, c'est le fait de ne pas rembourser le temps où tu fais des travaux. Exactement. Et donc si tu peux le louer, si tu fais des travaux plus vite que ton différé, tu peux le louer et donc faire du cash, recevoir les loyers sans avoir la dette à côté et donc faire beaucoup plus de cash. Exactement. Ok. Alors on va passer à un autre profil. J'ai 55 ans, je gagne 5 000 euros par mois, j'ai 200 000 euros d'apport et je veux partir à la retraite dans 10 ans avec 5 000 euros par mois de complément de retraite. Est-ce que c'est faisable ? Oui, c'est faisable. Facilement ou pas ? Pas facilement. Ok. Il va falloir enchaîner. Complexe ? Ok. Complexe. Tu mettrais quoi en place comme stratégie comme ça à la volée ? Stratégie en société. Ok. Encore une fois, pourquoi ? Parce que même s'il a beaucoup d'apports, ce qui va se passer, c'est qu'il a peut-être, pareil, tu vois, je ne sais pas s'il a sa résidence principale, je ne sais pas son appétence au risque. Donc c'est 55 ans. Allez, je caricature, t'es un peu moins fan d'aller faire du Airbnb ou de prendre des risques, tu vois, dans l'IMO. Donc là, il a besoin de se structurer, il a besoin d'avoir ce complément de revenu. Donc là, ce que je ferais, c'est que je ferais une stratégie de bourrin, parce qu'il a des moyens, donc il peut en mettre,
en les jouant intelligemment, donc c'est-à-dire je mets pas mes 200 000 balles sur la table sur un bien, mais par contre ce que je fais c'est que je fais une stratégie de bourrin où là j'acquiers un bien tous les 6 mois, tu vois, voire même de manière réduite si je peux, si j'ai encore une fois de la capacité qui me permet de passer facilement en société. Si imaginons il a moins de capacité d'endettement au départ, ce qu'on fait c'est qu'à ce moment-là, comme il n'a pas besoin de sa liquidité tout de suite, d'accord, ce qu'on fait c'est que derrière on va chercher plutôt un financement hors des organismes bancaires classiques. Là, on peut faire financer par une foncière, on peut faire financer par d'autres choses, ce qui va lui permettre d'accélérer les acquisitions en un temps très, très serré, très record. Pourquoi on fait ça ? Parce que plus cette personne-là va investir, imaginons, tu vois, là, il veut 5 000 balles de complément de revenu, c'est tout bête, mais il fait peut-être, je sais pas, il faudrait s'amuser à poser les chiffres, mais entre 5 et 10 opérations, ok. Pendant 10 ans, il y a tout le capital qui travaille pour lui avec le remboursement grâce au locataire, d'accord ? Donc je rembourse du capital. Et là, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 10 ans, sur 5 ou 10 biens, j'ai beaucoup de capital qui a été amorti. Et même avec la contrainte de la revente en société, parce qu'en société, c'est contraignant, hein, ça pique hein, quand tu revends un bien à l'IS, et bien même avec ça, avec la liquidité qu'il va avoir, il va pouvoir rembourser en anticipé. Et donc là, dans un cas comme ça, il faut négocier absolument les IRA, d'accord ? Donc les indemnités de remboursement anticipé. Ça, c'est fondamental, il faut les faire sauter, d'accord ? Et là, derrière, qu'est-ce que tu fais ? Tu rembourses peut-être 2 crédits, 3 crédits, tu en as encore un peut-être qui va tourner, et tous les autres biens, les 6 autres biens, tu les as vendus. Donc tant pis, tu as perdu, entre guillemets, du patrimoine qui travaille pour toi, mais là, avec ça, je pense qu'il peut vite sortir facile entre 8 et 10 000 balles par mois. Et donc, du coup, derrière, il se fait un versement de dividendes. Tu prends 30% de flat tax avec l'IS qui est passé. Globalement, il sortira avec ses 5 000 balles. Tu vois. Mais complexe. Là, c'est avec quelqu'un, souvent, qui n'a pas le temps. Parce que tu vois, imaginons 5 000 balles. Voilà, je ne veux pas faire d'amalgame, mais 5 000 balles, tu commences à bien gagner ta vie. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être occupé, qui a des postes à responsabilité. Donc là, c'est quelqu'un qui doit aller très vite dans l'acquisition. Donc là, c'est quelqu'un qui doit absolument déléguer. Tu vois, contrario sur ton premier profil, il faut qu'il fasse les choses par lui-même pour avoir la valeur ajoutée. Lui, sa valeur ajoutée, c'est quelqu'un qui va avoir la faculté de lui faire investir dans les bonnes opérations, mais le plus rapidement possible. Est-ce que pour toi, parce qu'on parle de ça, quelqu'un qui est bourrin, qui veut y aller à fond, est-ce que pour toi, mettre tous ses œufs dans l'IMO, c'est quelque chose que tu recommandes en mode quelqu'un justement qui veut cette stratégie, qui dit je veux le faire grâce à l'IMO parce que j'ai vu que c'était possible. Est-ce que tu vas plutôt lui recommander de dire ok, essaye peut-être de diversifier, mais aussi en bourse, achète de l'or, je sais pas, il y a plein d'autres types d'actifs, ou tu dis oui, vas-y, full IMO? En fait, ça dépend de l'objectif. Là, dans le cadre de cet objectif-là et de vivre de 5 000 € de complément de revenu, là, j'aurais tendance à dire déjà, serre-toi tes économies pour bourriner dans l'IMO. Maintenant, dans les faits, quelqu'un qui a plus de temps, quelqu'un qui a envie de bien travailler, je vais toujours l'orienter vers de la diversification. Pourquoi ? Parce que la diversification, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que tu auras une faculté d'arbitrage en fonction de comment vont bouger les actifs. Donc ça, c'est important. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'immobilier, tu peux aussi déjà bien t'éclater, tu vois. Je peux faire un immeuble de rapport dans telle ville, je peux en faire un dans une autre, je peux faire une coloc ici, je peux faire de la courte durée là. Enfin, tu vois, tu as déjà aussi la possibilité de diversifier ce que tu as dans ton patrimoine. Le seul truc où il faut faire attention, c'est pour les gens qui veulent enchaîner assez rapidement, c'est qu'aujourd'hui, les banques commencent à vraiment freiner sur tout ce qui est courte durée parce que c'est contextuel, parce qu'on le voit dans d'autres pays, dans d'autres villes où il y a carrément un blocage de la courte durée. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus de banques qui ne prennent plus en compte les revenus locatifs de courte durée. Donc, si je me développe tôt, même en société, en faisant de la courte durée, et que ce n'est pas la cerise sur le gâteau, je peux me retrouver bloqué pour enchaîner rapidement. Donc, il faut faire attention, il faut jouer avec les règles du moment. Tu vois. Ok, on passe au troisième profil. J'ai 27 ans, je suis à 3 000 € par mois, un peu d'apport. Est-ce que je vais pouvoir partir à la retraite à 40 ans avec le mobilier et si oui, comment ? Compliqué. Lui, à mon avis, il partira pas à la retraite quand même à 40 ans. En fait, ce qui va le limiter, c'est les règles actuelles avec le fait d'avoir très peu d'apport. Comme j'ai très peu d'apport, comme on le disait, je vais aller chercher une première opération à travaux. Ce qui va se passer, c'est qu'avant de récupérer ce peu d'apport déjà que j'ai mis, il va se repasser un peu de temps. Donc, je ne vais pas pouvoir enchaîner rapidement. Je vais devoir faire mes preuves, démontrer que je sais faire, démontrer que les biens que j'arrive à faire, enfin le bien en tout cas le premier, soit rentable. Et après, une fois que tu arrives à instaurer ça, pareil,
C'est quelqu'un qui... Est-ce qu'il fait en nom propre? Est-ce qu'il a déjà sa résidence principale? Tout ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est rigolo parce que là, tu donnes pas le détail de s'ils sont propriétaires de leur résidence principale ou pas. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. C'est est-ce que j'ai ma résidence principale? Est-ce qu'elle est déjà payée? Si elle est déjà payée, je peux profiter de refaire une hypothèque sur ma maison et je peux relever beaucoup plus d'argent que prévu. Ça peut être un gros vecteur aussi d'accélération dans une stratégie. Après, il y a je suis propriétaire de ma résidence principale, mais j'ai un crédit qui fait que je suis, parce que je me suis fait plaisir, à 35% de taux d'endettement. Celui-là, est-ce qu'il peut investir aujourd'hui avec 35% de taux d'endettement en nom propre? C'est très compliqué. Sa seule solution, à cause des normes HCSF, c'est de basculer en société. Sauf que même vis-à-vis d'une banque classique, la banque classique, au moment où tu constitues ta société, va regarder ton endettement en nom propre, même si tu la mets à l'IS. Hein. Ça, il ne faut pas croire les réseaux sociaux. Okay. Donc, même si je fais à l'IS, au départ, je ne suis pas considéré professionnel. Donc, il regarde mon endettement. Donc, dans une banque classique, 35% de taux d'endettement, c'est mort, tu peux pas. Ta seule solution, c'est peut-être d'avoir un associé qui, lui, a de la capacité d'endettement, et là, qui va pouvoir t'aider à faire cette bascule en société. Et là, pareil, attention aux petits malins qui disent « Ah bah moi, je vais prendre 99% des parts, et puis je vais chercher un associé qui est finançable et qui est hyper riche, et je le mets à 1%. » Bah non, les banques, ils sont pas cons. Donc du coup, ils vont dire « Bah oui, mais bon, si tu fais une SCI, par exemple, tu vois, la SCI, t'es en responsabilité illimitée. » Donc, comme tu es en responsabilité illimitée, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas être illimité sur tes 99%. Donc, est-ce que l'autre, il va t'apporter de la puissance? Quasiment rien. Ils le prendront même pas en compte, tu vois. Donc, voilà, c'est tout ça qu'il faut faire attention. Mais en fait, il y a toujours des possibilités. Tu vois, par exemple, celui-là, s'il est endetté à 35% à cause de sa résidence principale, il peut passer, par exemple, en banque foncière. Pourquoi? Parce que la banque foncière va... à faire un calcul qui est différent déjà que de la banque classique, et en plus de ça, ils vont accorder pour tous ceux qui ne sont pas encore à 40% de taux d'endettement. Le seul truc, c'est que y a des contraintes de cet avantage-là. La contrainte, c'est que les taux ne sont pas du tout les mêmes. Tu vois, pour donner un ordre d'idée à l'heure où on se parle, banque classique, on est à peu près allé à 3, 7, si je moyennise de ce que les gens ont sans trop négocier, on a des clients qui chopent tu vois, du 3,2, 3,3 là en ce moment, mais la moyenne du marché elle est à 3,7. Une foncière, aujourd'hui, tu es à 5,49. Tu vois, donc, donc je peux y aller, je peux faire de l'IMO. Bon, par contre, il ne faut pas que je sois gourmand sur le cash flow. Ok, je vois. Donc c'est limite le profil le plus complexe aujourd'hui. C'est celui-là, ouais. Ouais, ok. Tu sais, aujourd'hui, il vaut mieux moins gagner, ne pas être endetté, mais avoir de l'apport. Ouais, ok. Celui-là, il va plus pouvoir l'apport s'en sortir. En ce moment, c'est pour toi le critère numéro 1. En fait, l'apport, c'est un gage de sécurité pour l'organisme financier. Ok. Pourquoi? Parce que l'apport va te permettre de dire, tiens, je mets de l'apport, donc par rapport à une base de ce que j'ai besoin de me faire financer, la valeur foncière va baisser vis-à-vis de la banque. Donc, tu te fais financer, je dis une connerie, 200 000 balles le projet, mais le truc, il vaut 250 000. La banque, ils ont leur garantie dessus. Donc, ils sont déjà sécurisés. Et en plus de ça, comme tu n'as pas tout mis en apport, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de l'économie résiduelle. Donc, c'est de l'économie disponible en cas de difficulté. Là, l'organisme financier, globalement, s'il ne te l'accorde pas, tu peux t'amuser à faire quelques organismes financiers, ils vont le faire. Tu vois, par exemple, en ce moment, une banque qui avait pas mal fermé ses portes, c'est le LCL. Et en fait, le LCL, ils font même des campagnes publicitaires en disant qu'aujourd'hui, tous ceux qui viennent chez eux, ils ont un taux à 3,20. Quoi, pendant un mois ou 2 mois. Tu vois. Mais pourquoi? Parce que c'est des banques qui ont perdu énormément de clients pendant tu vois, ces marchés de contraction, alors que tu avais des banques, CIC, Crédit Mutuel, tout ça, couvraient pas mal les vannes et qui ont suivi beaucoup d'investisseurs. Et du coup, le LCL aujourd'hui est en quête de clients. Donc ça aussi, tu vois, ça joue à un instant T. Est-ce que j'ai une banque qui est en recherche de clients? Est-ce que plutôt elle durcit parce qu'ils ont stocké trop de clients? C'est pour ça que l'immobilier, c'est vivant. Et tout l'écosystème autour de l'immobilier, il est vivant. Super, hyper intéressant. Alors là, on passe au 4e profil, avant-dernier. On va essayer de se faire un peu plus plaisir, avec plus de marge de manœuvre. Je suis DAF, j'ai 40 ans, professionnellement, tout va bien pour moi. Je suis à 15 000 euros par mois. Par contre, j'ai tout claqué depuis que j'ai commencé à 40 ans. Donc j'ai quasiment pas de capital, même pas d'apport, mais je veux devenir millionnaire grâce à l'immobilier.
Qu'est-ce que tu me proposes? Alors, tu vois, c'est ça qui est rigolo. C'est que il a 15 000 balles de revenus, mais il envoie des très, très, très mauvais signaux à la banque. Pourquoi ? Parce que à 15 000 balles, si tu n'arrives pas à faire des économies, Ouais, c'est chaud. j'ai envie de te dire, bon, globalement, le Français moyen qui regarde, il va pleurer devant son écran, quoi. Donc, non, bah là, celui-là, en fait, si tu veux, je vais lui faire une stratégie en 2 temps. Je vais lui faire une stratégie où je vais lui dire, attends, on regarde un peu tes dépenses, c'était OK. Et là, on va regarder sur quoi on peut enlever. Là, l'objectif, c'est que pendant quelques mois, tu vois, c'est quelqu'un qui doit mettre 7 000, 8 000, 10 000 balles de côté par mois, tu vois, pendant quelques mois. Une fois qu'il a fait ça, qu'il remet un peu les compteurs en voyant positif, tu vois, là, derrière, celui-là, tu peux accélérer, tu peux faire plein de choses, d'accord ? Donc, c'est un très bon exemple, mais celui-là, s'il n'a pas d'apport, oui, il se fera financer son premier projet parce qu'il sera dans une banque qui va vouloir le garder, parce qu'une banque, elle regarde le flux financier. D'accord ? C'est ça qu'il faut savoir. Une banque, elle regarde le flux financier. Okay. Même dans une société, elle ne va pas forcément regarder le résultat de ta société, mais elle va regarder le chiffre d'affaires dégagé de la société. Okay. Bon, voilà, c'est des petits tips, hein, mais elle regarde beaucoup le flux financier. Donc lui, son flux financier, il est bon. Okay. Donc lui, maintenant, oui, il va se faire financer son premier. Si en plus de ça, il a déjà, par exemple, peut-être sa résidence principale, encore, on y revient à la résidence principale. Si elle est payée, pas payée, je l'hypothèque pas, enfin, tu vois, ça peut redonner de la puissance. Mais il sera assez facilement quand même financé. Mais s'il veut vraiment accélérer avec son objectif d'être millionnaire dans quelques années, là, il va falloir qu'il fasse des efforts. Ok. Voilà. Peut-être D'autant plus que si c'est un DAF, il y a de fortes chances que c'est quelqu'un qui bosse à peu près 80 heures par semaine et qu'il n'ait pas du tout le temps à consacrer à ses projets. Donc lui, il va falloir qu'il trouve le bon partenaire et qu'il va tout gérer pour lui. Okay. Donc, d'une, il faut qu'il trouve quelqu'un de confiance. Très important, on fait de l'immobilier. Dans l'immobilier, tu as de tout. Hein. Tu as des gens qui ne sont pas du tout de confiance, pourtant ils aspirent confiance. Tu as des gens qui sont de très bonne confiance et ceux-là, tu peux avancer avec eux. Donc, il faut qu'il fasse attention, lui, à choisir son bon partenaire. Comment tu réussirais d'ailleurs à faire le tri, toi ? Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Prendre un mauvais prestataire, ça peut être la mort de tes investissements. Quelqu'un comme moi, qui a beaucoup investi dans l'immobilier, qui accompagne des centaines de gens, d'investisseurs par an, c'est facile de trier une bonne société d'une mauvaise. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vais challenger sur les compétences. Tu vois ? Donc si déjà au niveau des compétences, je vais donner des cas un peu complexes, si on est capable de rebondir vite, de machin, et pas me dire « Ah bah j'ai pas l'information, je reviendrai vers vous, nanana », je sais qu'il n'y a pas cette réactivité-là et cette compétence en interne. Okay. S'il n'y a pas cette compétence-là dont j'ai besoin, déjà je sais que je peux éliminer cette personne-là. Même si humainement, tu vois, il paraissent très bien, etc. Moi, j'ai besoin de bourriner, j'ai besoin de quelqu'un qui est compétent en face de moi. Okay. Tu vois ? Donc, c'est des choix où parfois c'est pas difficile, c'est assez difficile. Mais là, pour le coup, pour bien sélectionner, t'as pas le choix que déjà d'avoir d'une bonne maîtrise et puis de voir ce que tu vas faire. Tu vois, on n'en parle pas dans les profils, mais il y a aussi le degré risque du profil. Ça va dépendre aussi, tu vois, nous on travaille un peu la méthode DISC, je sais pas si tu connais la méthode DISC. La méthode DISC, en fait, c'est les couleurs de nos clients. Okay. Donc tu vois, quelqu'un qui est rouge, c'est quelqu'un qui est un peu vénère, qui aime bien prendre des décisions, qui aime bien avoir raison, machin, etc. Donc ceux-là, tu sais que tu peux quand même bien bourriner, tu vois, mais il va falloir que tu maîtrises ton sujet. Un jaune, c'est celui qui est jovial, il est tout le temps content, tout se passe bien, c'est le monde des bisounours, on est trop bien ensemble et tout. Donc ça, c'est ceux-là, ils sont très sympas à accompagner, mais comme ils vont tout accepter, faut que tu fasses attention pour eux, tu vois, okay. Parce que même un projet un peu border, lui, oh non, trop génial, on y va, tu vois. Ensuite, tu as celui qui est vert. Donc celui qui est vert, c'est celui qui va manquer de confiance en lui, qui va être hésitant, mais qui adore les gens, tu vois. Donc il aime bien la relation humaine, donc il a confiance assez facilement, mais il a peur, tu vois. Donc celui-là, c'est celui que tu vas accompagner, tu vas mettre beaucoup d'humains, mais par contre tu vas lui mettre des petits coups de pompe derrière en disant t'inquiète, c'est bon, on a tout checké pour toi, là tu peux y aller. Okay. Et ensuite tu as le côté bleu, c'est le côté analytique. On retrouve beaucoup de comptables ou de gens qui sont dans la finance dedans. Là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est des gens qui vont tout analyser, le moindre chiffre, la moindre virgule. Et c'est fondamental pour eux. Sauf que globalement, une opération, si elle dégage 8,2 ou qu'elle dégage 8,29, globalement, tu t'en fous, ok, entre nous. Eux, non. Eux, il faut être précis. Okay. Donc, c'est pour ça que, tu vois, en fonction aussi un peu de la couleur de la personne, en fonction de ce que lui pense avoir comme profil d'investisseur, tu as tout un jeu à faire pour savoir si les objectifs qu'ils se donnent, ils sont bien corrélés. Et c'est pour ça que souvent dans les questions qu'on pose à nos clients, on va chercher leur pourquoi ils ont investi dans l'immobilier. Et le pourquoi, ça doit être assez quelque chose de viscéral.
C'est je veux changer quelque chose dans ma vie. C'est je veux préparer ma retraite. C'est je veux préparer la succession de mes enfants. C'est le pourquoi je fais ça. Okay. Et le pourquoi aujourd'hui, comme on est dans un marché qui est plus difficile, un peu contracté, c'est dur de faire des opérations rentables, bah là, tu vas les rattacher à leur pourquoi. Et tu vas dire, le projet, il correspond à ton pourquoi. Ok, voilà. Ouais. Et donc, c'est un maillage de tout ça qui fait que tu définis une bonne stratégie. Je suis intéressant la stratégie des couleurs. Je pense que pas mal de gens se reconnaîtront dans les différentes couleurs. Et en plus de ça, dans toutes les sociétés maintenant où tu as pas mal de management, la méthode DISC est appréciée et c'est vrai que ça marche bien. J'aimerais bien rouvrir une parenthèse parce que du coup, dans les profils, tu ouvres beaucoup... en tout cas, tu parles beaucoup de la résidence principale. Ouais. Est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as pas? Est-ce que du coup, tu conseillerais en fait à des jeunes de commencer par leur RP et du coup, une fois qu'ils ont leur résidence principale, de se lancer dans l'investissement locatif ou pas forcément? C'est une excellente question parce que je crois que c'est la question la plus posée chez les jeunes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu as deux parties. Ouais. Tu as ceux qui vont dire non, il faut absolument faire la résidence principale et tu as ceux qui vont dire il faut absolument faire du locatif. Il n'y a pas de bonne réalité. C'est, par exemple, je suis parisien, j'ai une bonne situation, j'ai 30 ans, etc. Je suis locataire. Je viens d'avoir un enfant, etc. Donc j'ai besoin un peu de surface. Je veux pas faire toute ma vie à Paris. Je sais qu'un jour, dans 10 ans ou quoi, j'ai envie de me barrer. Celui-là, ça sert à rien qu'il achète sa résidence principale. Sauf s'il gagne vraiment très très bien sa vie. Celui-là, par contre, il a tout intérêt à investir dans l'immobilier. Et là, il va faire fructifier énormément. Et là, ça va devenir très intéressant parce qu'il va se constituer quelque chose de beaucoup plus solide en investissant. Maintenant, imaginons, je suis dans une zone où le prix au mètre carré, il est à 1000 balles, 1200 balles, j'en sais rien, 1500. Celui-là, il va avoir un delta tellement resserré entre ce qu'il paierait en étant locataire et ce qu'il paierait avec son crédit, que celui-là, il vaut mieux qu'il soit propriétaire de sa résidence principale. Après, si j'ai une consigne à donner, pour les gens qui se disent j'hésite entre ma résidence principale, j'hésite avec investir, mais je sais que même si je commence par ma résidence principale, je vais avoir envie dans les années à venir d'investir. Et bien là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire, c'est de leur dire essayez de ne pas mettre énormément d'affect dans votre résidence principale, de façon à vous limiter à 20% d'endettement maximal, ce qui nous laissera la possibilité derrière d'aller rechercher quelque chose pour aller travailler sur l'investissement. Okay. Donc, globalement, aujourd'hui, il n'y a pas de bonne réponse. C'est beaucoup de... Encore une fois, il faudrait prendre aussi le profil de la personne, ses objectifs, son pourquoi, son tout ça. Mais aujourd'hui, celui qui te dit de manière sûre, définitive, non, il faut que tout le monde investisse dans l'immobilier, ou non, il faut que tout le monde détienne sa résidence principale, non, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'adapter. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de sur-mesure. Il y a beaucoup d'informations sur Internet. Quand moi j'ai commencé à investir, il n'y avait pas toutes ces informations-là. Et donc du coup aujourd'hui, les gens sont presque noyés dans trop d'informations. Et donc du coup maintenant, ceux qui vont être bons dans leur accompagnement ou dans leur expertise, c'est ceux qui vont dire « Ok, il y a toutes ces informations à la disposition, par contre celle qui vous convient c'est celle-là ». Et celui qui va te dire et qui va livrer tu vois, sur l'assiette en disant « Tiens, ce qui te correspond dans toutes ces informations c'est celle-là », là il y a une valeur ajoutée. Ouais, je trouve que... Il n'y a pas la part belle à la nuance sur les réseaux sociaux. Et si tu vas faire un discours un peu nuancé, justement, sur la résidence principale, je trouve que c'est un très bon exemple. Tu fais, oui, alors ça dépend de ton profil, il faut faire attention à ça. Je pense que tu vas pas faire des milliers de vues. Si tu fais la résidence principale et la plus grosse connerie que vous pouviez faire, etc., voilà ce qu'il faut faire, investissement locatif et tout, là, tu vas faire des centaines de milliers de vues. Mais c'est ce que les gens attendent. Donc, tu touches un truc qui est très important. Parce que nous, dans nos domaines, on est obligé de communiquer. Tu vois, on a sorti par exemple l'Académie. Donc l'Académie, c'est pour accompagner les gens à investir dans l'immobilier. On a été très clair sur notre positionnement. On ne vend pas de rêve. Sauf qu'aujourd'hui, pour vendre une formation, il faut vendre le rêve. Tous les gens qui font des formations, sans même dire si elle est bien ou pas cette formation-là, ceux qui excellent dans la vente de formation aujourd'hui sont des vendeurs de rêve. Donc je te rejoins totalement sur le côté réseaux sociaux. Sauf que la personne qui est totalement éloignée de ça, qui est juste un consommateur de réseaux sociaux, consommateur de contenu, je te rejoins totalement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller baigner, il va avoir dans ses propositions de contenu que des trucs un peu clivants, un peu qui font qui font du buzz, qui font machin, et il va se nourrir de ça. Et donc du coup, celui-là, son risque, c'est de pas être nourri avec les bons conseils. Et donc, les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de bullshit, parce que les gens,
et notamment des gens qui font des accompagnements, même dans leur société, dans plein de trucs, ou qui vendent des formations ou tout ça, vont rechercher le buzz parce que c'est les vues qui vont faire que dans ces vues-là, eh ben, tu vas avoir, je dis une bêtise, hein, mais tu prends un contenu, tu as fait 1 million de vues, bon, bah, sur les 1 million, tu prends 0,2%, et ben, c'est les gens qui vont consommer ton truc. Même si tu as raconté de la plus grosse merde, etc. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, même celui qui peut raconter une merde pas possible, il aura toujours des gens qui seront convaincus que lui, il dit la vérité. Et aujourd'hui, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que tu peux sortir n'importe quoi. Tu peux dire la Terre est plate, ce que tu veux, il y aura des gens qui viendront défendre ça. Tu vois ? Et qui seront contre les autres. Et donc, quoi que tu dises, tu auras des gens derrière toi. Donc, ces gens-là, ils ont compris que de faire le buzz, bah, ça peut que leur apporter des clients. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Mais, c'est terrible parce que finalement, c'est le consommateur qui est responsable de sa propre déchéance parce qu'en fait, c'est ce qu'il consomme et en fait, les formateurs, etc., bah, ils vont surtout faire ce qui fonctionne. Et donc, si c'est ça qui fonctionne, ils vont le faire. Oui. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que quand tu es vachement sur les réseaux et que c'est quand même une stratégie assez primordiale dans ton entreprise, de faire ce choix un peu, bah, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vraiment j'essaie de garder de la nuance, etc. Mais c'est vrai que ça marche un peu moins bien. Ou est-ce que bah, voilà, je vais du côté obscur et je dis des trucs très clivants pour essayer de faire plus de vues, quoi. C'est un choix. C'est vraiment un choix, mais c'est aussi une question, je dirais, d'ADN. En général, quelqu'un qui est capable d'aller basculer sa communication comme ça, pour faire un peu de bullshit et juste rentrer du client, c'est que globalement, il sera aussi capable, le jour où il y a un bien à proposer à son client, d'y voir d'abord son intérêt. Donc, c'est-à-dire de dire au client, non, vas-y, tu peux y aller, t'inquiète, on a tout checké. Le client, il achète, il est content, il a pris sa com. Et puis, en fait, le client, il se retrouve avec des merdes derrière. Tu vois. Donc, voilà, ça peut aussi donner un peu une ADN de la société ou de la personne. Clairement. On va passer au dernier profil. Je suis à la tête d'une start-up, je gagne 5 000 € par mois, j'ai 30 ans, je veux avoir un backup si jamais ça crache. Est-ce que l'immobilier c'est le bon moyen, sachant que ma start-up ça fait que 2 ans qu'elle est montée? Ouais, bah, l'immobilier restera, dès l'instant que tu as de l'argent, de toute façon, l'immobilier restera toujours. En fait, c'est quoi la force de l'immobilier aujourd'hui par rapport à n'importe quel autre placement? C'est l'effet de levier bancaire. Ça, ça, pour le coup, on cessera jamais de le répéter. On a une chance en France, c'est que globalement, allez, celui qui a 10% d'apport, tu peux réussir à faire un truc en immobilier. Okay. Tu vas dans d'autres pays, on va te demander 40-50% d'apport. Voire même si tu es étranger, voire même plus. Tu vois ? D'ailleurs, des étrangers qui investissent en France, on leur demande 40 à 50% d'apport. Ça a augmenté ça avec les années. Allez, si la personne a un super méga profil, tu arrives à redescendre à 30. Ou après, il va y avoir des systèmes de nantissement, etc. Enfin, de choses comme ça. Après, pareil, tu vois, je pourrais te parler de nous, on fait financer certains clients au Luxembourg. Tu vois, et on les fait plus financer en France. Pourquoi ? Parce que c'est des clients qui ont 1 million de liquidités. Et au Luxembourg, quand tu arrives à rentrer dans des organismes financiers comme ça, ils savent valoriser. Ils savent te valoriser le fait que tu viens de mentir. Et en plus de ça, ton nantissement, il a une valeur, tu vois, qui est supérieure à l'inflation, à plein de choses. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà cet argent-là qui travaille. Sauf que le ticket d'entrée, aujourd'hui, c'est quasiment 1 million. Tu vois. Alors, ils baissent un peu leurs exigences en fonction de qui t'es, tu vois. Mais pour en revenir au propos du start-upper, le start-upper, de toute façon, c'est d'abord quelqu'un qui doit investir dans sa société. Avant même l'immobilier, avant même tout ça. Donc, celui-là, j'aurais juste tendance à lui dire, pars pas dans tous les sens, verrouille ta société, va faire ce qu'il faut pour que ta start-up elle soit rentable, parce que c'est pas parce que tu gagnes 5000 balles de salaire quand t'es un start-upper qu'elle gagne de l'argent la boîte, tu vois. Donc déjà, je dirais, concentre-toi à faire en sorte que ta société soit rentable. Si ta société elle est rentable, demain, t'inquiète pas, tu auras tout le temps du monde pour investir. Okay, et c'est comme ça. Et regarde, je vais même te donner mon cas, parce que c'est intéressant, parce que je pense que les gens... moi, j'ai beaucoup investi dans l'immobilier. Vraiment beaucoup. Alors, vraiment beaucoup, il y a toujours plus. Hein, okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, aujourd'hui, avec les normes HCSF, je suis bloqué. Tu vois, et pourtant, c'est mon métier. Mais d'un point de vue personnel, je suis bloqué. Alors, pas en société, mais si je veux acheter demain un bien en nom propre, je suis bloqué. Okay. Parce que j'ai un endettement qui doit être à, je sais pas, 400%. Tu vois. Non, mais parce qu'il n'y a plus le calcul différentiel. Alors que si je te dis que rien que, tu vois, c'est tout bête, mais là j'ai fait le truc sur ça parce que je viens de faire un peu mon ingénierie patrimoniale. Et là, je revends 14 de mes biens. Tu vois. Ah ouais. Et ouais, mais pour refaire des projets un peu perso, machin et tout.
résidence secondaire, enfin me faire un peu kiffer aussi, tu vois. Et puis là, je fais un truc très personnel vis-à-vis de mes parents, mais ça, je communique pas sur les réseaux sociaux, c'est la vie, c'est pour mes parents, et voilà. Mais globalement, je me suis amusé à regarder ce que crachaient mes colocations. J'ai 14 colocations, moi. Ok. Mes 14 colocations, je crois que ma colocation qui crache le moins, c'est 850 balles de cash flow par mois. Ok. Ma minimum. Tu t'amuses à regarder rien qu'à ce que j'ai avec mes opérations là. Tu parlais du gars qui gagne 15 000 balles par mois. Bon, bah moi, je les gagne rien qu'avec mes colocations, tu vois. Et en nom propre. Et pourtant, en nom propre, bah, à cause d'une normalisation du HCSF de dire on bloque à 35% de taux d'endettement avec un calcul différentiel qu'on a aboli, et ben moi, personnellement, je suis plus finançable en nom propre. Et c'est ça qui est complètement dingue. Alors que j'ai la chance d'avoir une situation qui... Enfin, là, tu prendrais reste à vivre tous les trucs, bon, bah, tu coches toutes les cases, tu vois. Mais voilà. Ok. Moi, maintenant, je suis obligé de faire tout en société, tu vois. Et voilà, mais après, encore une fois, ce start-upper, le jour où il gagne bien sa vie, il va plus prendre 5 000, mais il prendra beaucoup plus. Il mettra en place certainement une holding, il fera remonter du résultat dans la holding, parce qu'il y aura des avantages fiscaux hyper importants, et il fera une convention trésorerie avec sa holding, et il investira dans plein de sociétés, tu vois. Ok, bon bah écoute, on a fait le tour des 5 profils un peu que j'ai pris. La question que je peux te poser aujourd'hui, toi qui es fondateur de 110%, tu accompagnes des investisseurs immobiliers. Est-ce qu'il y a des profils là-dedans que tu n'accompagnes pas ? Non, on n'a pas de profil qu'on n'accompagne pas. On va ne pas accompagner, par exemple, déjà le premier profil. Ouais. Le premier profil, on va pas l'accompagner, pas parce qu'on pourrait pas l'accompagner, mais parce que c'est pas bon pour lui qu'on l'accompagne. Parce que celui-là, il a le temps. Il a besoin de faire par lui-même pour avoir la valeur ajoutée du produit, c'est ce que je disais, pour que lui puisse créer son enrichissement. Encore une fois, l'immobilier, c'est pas magique. Mais c'est quelque chose, quand tu as compris les rouages et tout, c'est je dois acheter quelque chose avec des problèmes. Si je veux faire quelque chose de très rentable, c'est je dois acheter quelque chose à problème. Quand je dis problème, ça peut être des problèmes légers. Hein. C'est pas parce que tu vois, t'as un DPEG que c'est un problème que tu peux pas relever. Tu vois. Donc, j'achète une passoire thermique. L'idéal, c'est que ce soit bien pourri. Tu vois, parce que là, je peux décoter, etc., le foncier à fond. Donc, le prix d'acquisition. Et là, derrière, je vais faire des bons travaux et je vais bien le réhabiliter. Là, derrière, si je suis dans une zone qui s'y prête, je peux louer en courte durée pour maximiser les revenus locatifs. Mais j'aurais toujours fait mes calculs en longue durée pour être sûr qu'en longue durée, l'opération est bonne. Si j'ai fait ça, que je me suis sécurisé ça, la cerise sur le gâteau, c'est à courte durée. Mais, donc ce profil-là, on ne va pas l'accompagner. On n'accompagne pas également, par exemple, tous les investisseurs qui veulent aller vers des opérations à désavantage foncier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, ceux qui font des love rooms, des love rooms, j'ai rien contre la love room, sauf que moi je connais Kevin, le fondateur de la marque Love Room. Et Kevin, il a vendu la love room parce que c'était devenu un réseau de prostitution. Enfin, c'était très compliqué à gérer avec les forces de l'ordre, etc. Donc c'est pour ça que si tu veux, déjà moi mon avis sur la love room il est biaisé. Ensuite, je connais des gens qui ont des love rooms et les premiers mois c'est fantastique, t'es content, c'est génial, tu gagnes de l'argent. Puis viennent après les problèmes. Turnover de femme de ménage, retrouver une femme de ménage qui est en compétence pour réussir à te nettoyer le jacuzzi comme il faut, parce que dans le jacuzzi, ils viennent pas jouer au Monopoly, tu vois. Donc, tout ça fait que je peux pas engager, moi, ma responsabilité de professionnel, parce que tu achètes un bien, 80 000 balles, tu mets 80 000 de travaux, parce que tu as rendu le bien le plus magnifique possible. Tu as mis jacuzzi, tu as mis le super lit, tu as théâtralisé, tu as mis peut-être, 50 nuances degrés pour faire le thème ou je sais pas quoi. Tu as acheté tous les ustensiles qui font bien et tout pour qu'ils s'amusent. Tu joues au Monopoly. et donc, du coup, tu te retrouves à, par exemple, quelque chose que tu as payé 160 000 euros au total. Oui, c'est quelque chose qui va peut-être te rapporter 1000, 1500, 2000 balles de cash flow par mois. C'est cool. Par contre, moi, je suis là pour développer la vraie valeur foncière des gens. Et la problématique, c'est que ce bien-là, c'est plus un bien. Ça, c'est tout simplement une exploitation d'une société. Et le jour où tu revends pas le bien. Tu revends l'exploitation, tu revends un chiffre d'affaires, tu revends des résultats. D'accord ? Donc, si la personne investit en étant à l'aise de ça, elle peut le faire. Mais moi, j'accompagne pas vers ça. Par contre, là où je fais des grosses guillemets et je dis faites attention, c'est pour ceux qui veulent aller vers ça, c'est juste connaissez les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est oui, je peux faire quelque chose pour que ça crache, mais je le fais en société,
d'accord ? Pour que justement le jour où je revends la société qui va avec. Et je fais attention, dans la mesure du possible, si j'achète un bien 80, une fois que le bien totalement rénové, sur le marché, s'il vaut 120, et que moi, j'ai un truc qui m'a fait dépenser 160, 170, tu vois, j'ai un foncier qui grince des dents, tu vois. Ouais. Donc, il faut que je fasse gaffe à ça et que ce soit clean de se dire, demain, je revends l'exploitation. Mais il faut que l'exploitation tourne. Ok. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des clients, parce que c'est spécifique, c'est tout ça. Même si on adore faire du sur-mesure chez nous, parce qu'on fait que du sur-mesure dans les projets. Mais ces clients-là, je vais peut-être les conseiller. Je vais peut-être leur mettre, tu vois, leur dire qu'on peut les accompagner sur les travaux ou des trucs comme ça s'ils n'ont pas les artisans. Mais en tant que tel, j'engagerai pas ma responsabilité de professionnel immobilier dedans. Ok, oui, donc c'est deux types de profils, on va dire, ceux qui ont le temps de faire par eux-mêmes. Ceux qui ont le temps de faire par eux-mêmes et qui ont besoin de gagner de l'argent, tu vois. Okay. T'en as, ils ont du temps. Tu vois, et je te donne un exemple, tu vois, on a un couple là qui est génialissime. Elle gagne très très bien sa vie. Lui, c'est occupé des enfants. Donc c'est bien, parce que je suis content d'ailleurs de communiquer ça sur les réseaux, parce que du coup, c'est pas l'homme, tu vois, qui gagne bien et la femme qui reste au foyer. Là, c'est l'inverse chez eux. Et ça fonctionne très très bien. C'est un bon deal, parce que c'est elle qui avait un très bon revenu. Et il a le temps. Mais il a le temps pour contrôler. Parce qu'il n'a pas les connaissances, il n'a pas tout ça. Mais comme ils ont des moyens, eux, ils s'en fichent, tu vois, de mettre eux-mêmes de la valeur ajoutée pour gagner de l'argent. Eux, ils préfèrent faire appel à un professionnel pour soulever toutes les problématiques, les risques, etc. Et derrière, lui, il a le temps de contrôler et il a le temps de nous donner rapidement le voyant vert ou pas. Tu vois. Ok. C'est intéressant parce que du coup, vous, à la base, vous êtes une entreprise qui accompagne les investisseurs où vous faites tout pour eux, donc ils peuvent contrôler, etc. Comme tu m'as dit, ça dépend des profils, il y en a qui vont être un peu sur votre dos, d'autres un peu moins. Mais globalement, si quelqu'un veut juste rester dans son canapé et faire un premier call d'1 heure avec vous et le reste, c'est vous qui vous en occupez, il a investi dans l'immobilier. Totalement. Pourquoi vous avez senti ce besoin de créer l'académie qui est une formation? Est-ce que c'est parce que justement vous allez chercher d'autres profils et plutôt justement les profils qui ont eu du temps ou est-ce que c'est juste une façon de dire au moins on est plus passif et ça, on fait plus de marge? Alors c'est très intéressant parce que la plupart des gens vont se dire tiens, c'est des entrepreneurs, tiens, ils relancent une nouvelle structure, c'est toujours pour gagner plus d'argent. Sauf que ce qu'on a fait dans l'académie c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et il y a un peu un pourquoi maintenant, tu vois, qui s'est déclenché chez moi. C'est que moi, j'ai eu la chance d'investir dans les belles années, dans des années qui étaient propices. Je me suis beaucoup enrichi avec l'immobilier. Mon rôle aujourd'hui est d'enrichir mes clients. Mais surtout, le constat qu'on fait, c'est que il y a des formations sur le marché, mais elles ne sont pas faites par des professionnels. Donc, c'est-à-dire que même si derrière, ils revendent un coaching ou tout ça, le coaching aujourd'hui en France, il est flou, il n'est pas cadré. D'accord ? Donc, n'importe qui, demain, tu as envie d'être coach, t'es coach. Okay ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont revendre ça et ils vont revendre un coaching derrière, mais il n'y a pas de responsabilité de professionnel. Nous, on s'est dit quoi ? On s'est dit, on est des professionnels. On n'aime pas le bullshit et on adapte notre contenu. Pourquoi ? Parce que on est constamment au quotidien du marché. On accompagne tellement de gens que, si tu veux, nous, demain, il y a un truc qui vient passer, on est tout de suite au courant, tu vois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va faire une formation faite par des professionnels. Ok. Et déjà d'une, ça change le game. Parce que tu n'as pas tous les professionnels qui font des formations. Et aujourd'hui, peu importe le domaine, que ce soit de l'immobilier ou d'autres domaines, j'espère que de plus en plus de professionnels vont éduquer les gens. Donc, nous, c'était notre but, éduquer les gens. Ensuite, on a fait quoi ? On a fait une analyse, on a pris quelques formations, on a regardé un peu le truc et tout. Et on s'est rendu compte que tu avais à peu près, et c'est minimum, on a même pondéré le résultat, parce que entre le moment où tu prends une formation et le moment où tu passes à l'action, il peut se passer plusieurs années. Tu vois. Donc on a minorisé notre chiffre, et tu as minimum, et je dis bien minimum, dans la réalité c'est même beaucoup plus, 93% des gens qui consomment une formation qui ne passent pas à l'action. Et nous on s'est dit, on doit faire de ça notre responsabilité. Et on s'est dit, tous les gens qui vont prendre notre formation, et qui vont faire partie des 93. C'est-à-dire que même une fois bien formés, etc., entre la théorie et la pratique, des fois, c'est pas évident. Parce que, j'engage de l'argent, j'engage mon apport. Clairement. C'est pas évident. Okay ? Et nous, l'objectif, c'est de dire à ceux-là, vous aviez pris une formation, c'est que vous vouliez changer quelque chose. Dans la formation, il y a 1 heure de mise en place stratégique avec moi, où je colle au pourquoi, le profil, etc., les faisabilités qu'ils ont et tout. Et là, on doit déceler
s'ils sont capables de passer à l'action par eux-mêmes. S'ils sont capables de passer à l'action par eux-mêmes, ils vont bénéficier de tout notre réseau de professionnels. Ok. Donc déjà, tu as des professionnels à tes côtés. Donc déjà, c'est pas mal. Et après, tu auras quand même tous ceux qui vont pas se sentir capables de passer à l'action. Ceux-là, on va leur dire, mais attendez, vous vouliez changer quelque chose. La formation, vous ne l'aviez pas pris juste pour vous faire plaisir ou juste pour nous faire gagner, nous, de l'argent. Donc, tout cela, on va leur proposer nos services de clé en main et on leur remboursera 100% de la formation. Ok. Parce qu'on est des professionnels. Et qu'aujourd'hui, je préfère que les gens, on les capte, tu vois, dès un désir de se dire, je peux peut-être faire par moi-même, machin, mais en leur donnant les bonnes conditions du marché, en leur donnant les bons tips, etc., les bons outils, tu vois, analytiques, etc. Et de se dire, tous ceux qui feront par eux-mêmes, génial, on sera content, on aura œuvré pour leur réussite. Et tous les autres qui ne se sentent pas capables, moi, je les rattrape. Et là, je leur mets un coup de pompe au derrière en disant, on peut vous accompagner. Okay. Et en plus de ça, les 2000 balles ou je sais pas combien tu as mis dans la formation, bah, tu les perds pas parce qu'on va te les rembourser. Ok. Tu dis 2000 balles ou je sais pas combien. C'est parce qu'on a plusieurs formules. Tu as une formule à 1490 et une deuxième qui est avec le pack réseau, donc avec les professionnels, à 2490. Ok. Voilà. Bon, bah c'est intéressant. Et tu vois, depuis hier, on est CPF. Ah, félicitations, ça c'est quand même une grosse différence. Écoute, justement, vu qu'on parle des formations, c'est intéressant, et qu'on parle des autres formateurs, l'objectif c'est de te montrer les pubs qui passent sur les réseaux, peut-être des formateurs les plus connus, et que tu me dises ce que t'en penses, et que tu me dises s'il y a des trucs pour toi qui sont bullshit, et là tu fais ça c'est de la vente de rêve. Donc c'est l'objectif. Je vais en principe, dans les pubs, je vais beaucoup faire mais... on la mettra vraiment à l'écran aussi, hein, donc voilà, le son est pas énorme, t'as pas besoin de mettre le son comme ça, on rajoutera après à l'image. Alors je commence par une première vidéo. C'est celle de Caroline Artaud. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Donc c'est la pub, honnêtement, je l'ai vu mais des centaines de fois. En ce moment, il bourrine pas mal. C'est assez impressionnant. Et moi, je connais des gens qui travaillent avec lui. Donc ouais. Ok, donc. D'ailleurs, Caroline, faudrait que je le rencontre. Je te mets ça en grand écran. Écosystème. Je te laisse faire play et regarder sa vidéo. Acheter un bien pour le louer, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour vous créer votre liberté financière. On vous dit que c'est bien de faire de la location longue durée, mensonge. On vous dit qu'il faut démarrer par du Airbnb, mensonge. Ou là, pire, tu vois, déjà, là, je peux mettre une pause. C'est qu'en fait, déjà, le premier truc, c'est qu'il détruit d'autres modèles, tout simplement pour justement valoriser que lui va apporter quelque chose qui est la solution, tu vois. Alors que demain, moi je connais des gens qui gagnent très très bien leur vie en faisant du Airbnb, qui ont loué tu vois, en longue durée et ça leur correspond. Donc là, tu vois par exemple, on n'a pas abordé ça tu vois, sur des profils. Les profils qui ont peu d'argent, qui ont du temps, etc. Tu peux aussi contacter des propriétaires et gérer leurs biens pour eux. Tu vois, et ça peut marcher. Il faut faire attention, il faut se professionnaliser dans le truc. Mais je connais des mecs qui ont fait ça. Ils ont été chercher un peu de liquidité, etc. Qu'on verra, tu vois, même les conciergeries ou des trucs. Ils vont chercher la liquidité. Ça leur permet à eux, après, d'être bancairement parlant, des bons profils. Il y a quelques années, toutes ces méthodes pouvaient fonctionner. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont drastiquement changé. L'augmentation des taux bancaires et le resserrement des conditions de financement ont rendu les taux d'intérêt, enfin bref, ils chargent le truc au max. C'est totalement inefficace ces stratégies. Pourtant, il existe une méthode oubliée et sous-exploitée que je pratique depuis 11 ans, que les banques continuent encore et toujours de financer, même aujourd'hui, qui vous permet de générer plus... Alors, on va nuancer, que les banques permettent de financer. Moi, je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'ils vendent derrière. Donc, bon, c'est des opérations de marchands, tu vois, sur notamment des villas de luxe, etc. Et il propose aux gens de quoi investir avec lui. Okay. Mais globalement, bon, Caroline, c'est un marchand de biens, d'accord. C'est aussi un agent immobilier. Il a une agence dans le sud, je crois. Enfin bref. Mais si tu veux, il va revendre en fait une issue pour lui aussi. C'est de dire, bah moi, je suis marchand, mais je me suis développé sur la niche, tu vois, de villas de luxe, etc. Donc, quand il détruit le système bancaire en disant, je vous propose un truc qui est toujours financé. C'est parce que tu co-investis avec lui qui a un gros portefeuille. Mais un marchand de biens qui se lance, aujourd'hui, il ne se fait pas financer en banque. Il se fait financer par des organismes de leverage. Moi, je suis un ancien marchand, donc je peux en parler. Donc, Caroline, s'il n'est pas d'accord avec ça, il peut m'appeler et on parle de marchand de biens, il n'y a aucun problème. Mais globalement, les 3-4 premières opérations que tu fais en tant que marchand, tu ne peux pas te les faire financer en banque. Par contre, une fois que tu as démontré que tu savais faire des opérations, que tu as gagné pas mal d'argent, etc. Là, les banques peuvent t'ouvrir les vannes, tu vois. Voilà.
plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de Donc milliers là, d'euros, bon, il se même montre dans avec sa votre poche, voiture, en tout ça. l'espace de quelques mois avec une seule opération. Et surtout, qui ne nécessite pas d'avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, ni beaucoup d'épargne. Bonjour, je m'appelle Caroline Artaud et cette même méthode m'a permis d'investir dans plus de 70 biens immobiliers qui m'ont permis de... Donc ouais, donc tu vois, il vend son expertise. C'est que derrière, il va te dire que tu vas investir à mes côtés. Donc oui, c'est pour ça que tu n'as pas besoin d'expérience, tu n'as pas besoin de tout ça, parce que lui va mettre en avant ses équipes, son expérience, tout ça. Donc le fond est pas bullshit, si tu veux. L'approche est totalement bullshit, tu vois. Mais c'est normal, ça doit être 5 clivant. millions d'euros de bénéfices au total. Donc si vous voulez découvrir cette méthode que j'ai appris à plus de 4000 élèves, j'ai créé une formation en ligne totalement gratuite où vous allez découvrir comment empocher l'équivalent de votre salaire annuel avec un seul investissement immobilier et ce, dès la première année. Je vais vous dévoiler la technique qui vous permet de vous faire financer par les banques chacun de vos biens immobiliers facilement pour que vous puissiez enchaîner les opérations sans jamais vous faire bloquer par les banques. Et je vais vous montrer comment éliminer totalement vos impôts sur vos 3 premiers investissements pour que vous puissiez atteindre plus rapidement votre liberté financière. Tu vois, en tant que professionnel, il y a du vrai dans ce qu'il dit quand même. Ok. Le vrai, par exemple, ça va être notamment de quelqu'un qui veut gagner de l'argent tout de suite, immédiatement, très rapidement. Le côté marchand de biens, Ouais. bon, bah, c'est clair, parce que tu peux, tu vois, moi demain, tu me demandes de te faire une opération, je te chope sur une petite opération 100 000 balles de plus-value. Tu vois, c'est pas si difficile que ça. Ok. Parce que maintenant, on a des gros réseaux, on a tout, donc on peut le faire. Donc, il a raison sur le côté financier. C'est-à-dire, oui, je peux vite gagner de l'argent. Sur la partie strat, c'est Sur quand la même... partie strat, aujourd'hui, un marchand, tu gagnes beaucoup plus vite de l'argent que quelqu'un qui va investir dans du locatif, parce que le locatif, tu vas l'apprécier globalement dans 10 ans, quoi, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'accompagne beaucoup de marchands de biens dans leur stratégie. Ok. Et j'ai un très gros réseau de marchands de biens, et d'ailleurs que je salue, c'est regarde, parce qu'il y en a qui adorent les podcasts. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, des marchands de biens, moi, je leur fais leur stratégie, et dans leur stratégie, on les fait rebasculer aussi vers du locatif. Ok. Pourquoi ? Parce que demain, tu fais le métier de marchand de biens pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est génial, t'as chopé des millions d'euros sur ta société. L'argent appartient à ta société. Donc, c'est soit tu le sors, mais globalement, bon, bah, ça veut dire que tu n'as plus d'activité. Alors que le bon marchand de biens, aujourd'hui, c'est celui qui va en parallèle investir dans le locatif. C'est-à-dire, je fais 100 000 de bénéfices, j'en prends 30, ça me fait un apport, je l'investis en locatif. Je reprends mes 70, je les réinjecte dans mon autre projet. Okay ? Et en fait, plus tu fais ça, plus là, ça devient des stratégies très payantes. Très, voilà. Par contre, il faut avoir le temps, parce que le métier de marchand de biens, c'est un métier de terrain. Il faut tisser des liens forts, il faut suivre tes chantiers, tout ça, même si tu peux avoir confiance en tes équipes. Mais un marchand de biens, oui, c'est ça. Okay. Donc là, il revend ça, il revend les possibilités. Après, j'ose imaginer que quand il dit ne pas payer d'impôts sur les premières acquisitions vendues, parce que c'est de l'achat-revente, donc je sais qu'il parle de ça. Globalement, c'est parce qu'il va te proposer de, si tu n'as pas encore ta résidence principale, de le faire sous régime de résidence principale, donc en nom propre. Okay. Mais pour revenir sur les arguments, il dit faire ton salaire en un an sur une opération, potentiellement c'est faisable. Tu peux, ouais, totalement. Donc ça, c'est pas complètement... Non, totalement. C'est pour ça que je dis qu'il y a une approche bullshit, dans le sens il est caricatural sur le locatif c'est nul, la sous-loc c'est nul, le machin c'est nul. Mais ça, c'est un peu le défaut qu'ont un peu tous ces modèles-là, c'est je dois démonter les autres pour montrer que moi, en tant que vrai professionnel, et je dis pas que Caroline n'en est pas, mais dans sa vidéo, là, il est passé du côté obscur pour vendre son truc. Et Caroline, c'est un professionnel. Parce que je connais des gens qui bossent avec lui. Donc, je sais que c'est un professionnel, je sais qu'il est bon, je sais qu'il a une bonne activité avec ses agences immobilières dans le Sud, etc. Donc, jamais je lui viendrai blâmer ça. Le seul truc, c'est que je trouve dommage, en tant que professionnel, que tu viennes démonter un truc pour revendre ton truc. Mais c'est le jeu de la publicité. Ouais, clairement. C'est ce qui marche le mieux. En fait, il doit créer, en très peu de temps, ta curiosité, le fait qu'il a la recette miracle, etc. Faut que ça donne envie de cliquer, voilà. Tout simplement. Exactement. Il y a un truc qu'on m'avait pas dit, mais c'est juste en cliquant ça marche bien. que... Et ça marche bien. Et je sais qu'il marche bien, hein, Caroline. Tu vois. Mais donc, ok, potentiellement... mais c'est ok. La question... Moi peut-être ce qui me dérange un peu, et tu peux me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression que marchand de biens, c'est un peu un métier à part entière. Et donc, ce qu'on comprend pas forcément dans ce qu'il dit, c'est que c'est un changement de vie. Et faut aussi... Parce qu'en fait, Caroline, tu as 2 possibilités, je pense, avec lui, 2, voire même 3. C'est qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, vis-à-vis des opérations qu'il fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un marchand de biens, quand tu leverages de l'argent,
tu es à peu près sur des taux à 17% d'intérêt bancaire avec ce leverage, ces organismes de leverage. Quand tu es un marchand de biens reconnu et que tu passes par une banque classique, tu vas descendre à peu près autour des 8%, 7% d'intérêt. Ok. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il gomme ça et il fait sous forme de cross-funding. Donc, en fait, il fait du fonds participatif. Et en gros, quand tu investis, tu co-investis avec lui. Et tu prends une part en fonction de ce que tu as mis. Donc, voilà. Donc, il vient gommer le côté intérêt bancaire. Donc, ce qui fait que forcément, comme tu limites les intérêts bancaires, tu as potentiellement aussi plus de gains à la sortie. Ensuite, il est sur une niche qui ne connaît pas de crise. C'est la niche du luxe, donc villas de luxe. Donc là, les villas de luxe, globalement, dès l'instant que tu as acheté le bon terrain, tu fais les choses dans les règles de l'art et tu mets les bons matériaux, globalement, tu as toujours une forte plus-value. Donc on va dire que le marketing est un peu accrocheur. Le sous-jacent n'est pas logique. Complètement ubuesque. Est-ce que tu conseilles alors à quelqu'un de partir avec Caroline Artaud potentiellement ? Mais oui, mais bien sûr. En fait, quelqu'un qui a pas le temps, pas les compétences, pas tout ça, mais qui a de la liquidité à mettre, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? En fait, aujourd'hui, il faut raisonner en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Et s'il peut m'apporter quelque chose, il fait. Là, ce qui peut rassurer les gens avec, par exemple, un Carolin, c'est que lui co-investit dans les projets. Donc, il est engagé également. C'est déjà plutôt rassurant. Tu vois, pour te dire un truc, nous, dans notre développement chez 110, l'année prochaine, on va créer 110% marchand. Mais on va le faire en écosystème fermé. Ce sera réservé que à nos clients, que à nos collaborateurs. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les faire co-investir à nos côtés. Et en fait, c'est juste pour fidéliser toujours plus nos clients et pour fidéliser nos collaborateurs et faire travailler leur argent. Donc, son système, il est bon. Super intéressant. Je t'en montre une autre et je pense qu'on va arrêter. Attends, je vais juste regarder parce que elle est un peu longue. C'est Amal Castel, je sais pas si tu as entendu parler. Elle est pour le coup assez récente. Je crois que c'est assez. Nous, on nous a demandé, parce qu'on fait un comparatif des formations aussi. D'ailleurs, il faudra qu'on discute pour ajouter 110% Académie dans notre comparatif. Mais on nous a pas mal demandé. Il y a pas mal de gens qui nous demandaient oui, vous pensez quoi d'Amal Castel, etc. Je lui ai répondu que je savais pas trop parce que j'ai pas analysé. Et du coup, je suis tombé sur cette vidéo. Tu me dis ce que t'en penses. N'hésite pas à faire pause exactement pareil. Ça dure quand même 2 minutes. Voir s'il y a des choses qui te semblent un peu choquantes. À investir dans l'immobilier avec une opération de marchand de biens. Moi, je le dis clairement. Sur Internet, vous allez entendre plein de choses différentes là-dessus et vous allez avoir, désolé de le dire, souvent c'est des mecs, marchand de biens, il n'y a pas de nana dans ce secteur-là apparemment. Et on va vous expliquer que oui, vous pouvez vous lancer. Si je peux me permettre, la petite parenthèse. C'est encore une fois, elle vient démonter d'abord quelque chose. C'est marrant, en opposition directe avec ce qu'on vient de voir, Caroline Artaud qui a posé du marchand de biens et là elle dit il faut pas faire ça. Donc on peut comprendre les gens qui sont complètement perdus sur Internet qui disent mais c'est. En fait, aujourd'hui, pour vendre quelque chose, tu démontes un truc et tu ensuite déballes les avantages que toi tu vas proposer. Donc encore une fois, c'est dommage. Là, je sais pas si c'est organisé ou pas parce que c'est reste de la pub, donc on sait pas si elle fait vraiment une conférence ou un truc. Mais bon, donc ça, j'avoue, je peux pas dire si c'est organisé ou pas. Maintenant, tout ce qui est pub, faut faire attention. Si ça se trouve, elle a pris des amis et voilà. Ensuite, le truc que je trouve dommage, et moi, c'est un peu pas un combat, mais je trouve dommage aujourd'hui, en 2024, d'en être réduit à ce que des femmes mettent en avant, que c'est pas réservé qu'aux femmes, et les hommes qui, eux, au contraire, doivent dire non, mais les femmes aussi, vous êtes les bienvenus, quoi, tu vois. Moi, il y a plein de femmes qui investissent. Il y a plein d'hommes qui investissent. Donc, faut arrêter avec ce côté homme-femme, le duel, tu vois, sans fin de allez, les femmes, girl power et tout. Enfin, moi, je trouve ça un peu too much. Et il y a des femmes qui font très, très bien. Et vraiment très, très bien. C'est intéressant parce que. Moi, je connais beaucoup de femmes qui investissent et qui investissent très, très bien. Sur le site, je pensais qu'on allait avoir. Alors, pour le coup, sur les réseaux, on a vraiment beaucoup plus d'hommes qui regardent que de femmes. Ça, c'est des stats, quoi. Mais c'est vrai que sur le site, on a énormément de demandes de femmes et de femmes qui prennent leurs investissements en main et j'étais assez surpris. Je trouve qu'il y a quand même un décalage entre les réseaux et Internet. Alors je sais pas s'il y a une explication à ça, mais j'étais hyper surpris par le nombre de femmes aussi qui nous posaient des questions. Tu sais que nous on a de plus en plus de femmes quand le couple investit où c'est la femme qui gère l'investissement. Non mais c'est
Moi, je trouve ça génial. Ouais, et aujourd'hui, on doit plus, à notre époque, en être à la femme, l'homme qui investit, machin, qui porte la ceinture. Enfin, waouh. 2024. Donc non, il y a des femmes qui sont propices à ça, qui ont développé des compétences et qui ont envie d'aller vers ça. Mais génial, allez-y. Les femmes sont très brillantes, vraiment, je le dis. Et en plus de ça, et là, ça fera grincer des dents, mais c'est pas grave, tu vois, mais c'est des réalités de marché, c'est que dans l'immobilier, il y a beaucoup d'hommes. Une femme, pour le peu qu'elle soit plutôt mignonne, elle va réussir à faire passer son dossier d'acquisition avant des hommes parce qu'elle est mignonne. Mais parce qu'en face d'elle, c'est un homme. Ok. Alors que deux femmes entre elles, la femme, elle passera pas devant en termes de dossier. Ah ouais. Donc ça, c'est rigolo. Et ça, c'est des réalités de marché encore en 2024. Mais tout comme demain, tu fais une pub dentaire, tu fais une pub où la beauté est importante, ça fait vendre. Tu vois. Et dans l'immobilier, tu as toujours ce truc entre l'homme et la femme. Et il n'y aura jamais l'équilibre parfait de dire « Ah, je suis une femme, donc tu me considères comme un homme » ou vice-versa. Ça n'existe pas. Il faut l'accepter. Et les femmes qui veulent défendre leur position oui, elles peuvent, elles ont le droit, mais pas en démontant les hommes. Oui. Et les hommes qui veulent montrer que les hommes sont les meilleurs ou machin, ils peuvent le faire, ils font ce qu'ils veulent, mais ils doivent pas démonter les femmes, tu vois. Et en fait, c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui. Et bon, voilà, c'était la petite parenthèse sur le truc, mais je trouve un peu dommage. Vous pouvez vous lancer dans le marchand de biens dès le départ. Moi, je vous dis que non. Pourquoi ? Parce que moi, je raisonne de manière pratico-pratique. Les banques qui facilitent le financement des marchands de biens sont des banques qui vont demander au minimum de l'expérience en tant qu'investisseur immobilier. 99. Alors, là, c'est pas faux du tout. Et c'est ce que j'ai dit juste avant. Ouais. C'est que les banques ils vont te demander d'avoir 3-4 opérations déjà réussies. Donc ça, c'est vrai. Par contre, ce qui est totalement faux, c'est que tu n'as pas que ce système-là. Donc, même si tu débutes en tant que marchand, tu peux totalement te faire financer. Ok. Donc là, en fait, elles profitent du manque de culture des investisseurs qu'elle a en face d'eux pour les bloquer en disant de toute façon, vous ne serez pas financé. Alors que je peux te garantir un truc, c'est qu'un marchand, même à ses débuts, c'est l'opération qui fait le financement. Okay. Et ça, c'est encore vrai dans le milieu de marchand. Je réinsiste, c'est l'opération qui fait le financement. Aujourd'hui, dans le locatif, c'est moins vrai. Mais côté marchand, tu as un projet qui va cracher. J'ai un client, regarde, je te donne un ordre d'idée, j'ai un client, Patrick, s'il nous regarde, salut Patrick. Il avait un terrain, il ne savait pas quoi en faire. Une donation de son père, etc. On fait pour lui un investissement à Lille. D'accord ? Et ce terrain-là, il est à Cambo-les-Bains. Donc rien à voir, hein, Sud-Ouest et Hauts-de-France. Et Amandine, ma chasseuse, lui dit, écoute, si tu sais pas quoi faire de ton terrain, parle-en avec Alex, il va peut-être te trouver une solution. Je discute avec lui, et sur ce terrain-là, il avait prévu de faire construire des maisons et de louer en courte durée. Les organismes financiers l'ont pas suivi. Ok. Pourquoi ? Parce que déjà courte durée, enfin bref, complexe. Et puis c'était, je crois, 850 000 € qu'il voulait se faire financer. Il m'a contacté, il m'a envoyé tous les éléments, j'ai regardé, je me suis rendu sur place pour voir le terrain, la faisabilité qu'on avait. Je suis venu avec mon architecte, je suis venu avec mon chef travaux. On a tout regardé, les faisabilités. Et qu'est-ce qu'on lui a fait ? On est en train de lui monter le projet, où là, on crée des maisons, mais où on va les revendre tout de suite derrière. Ok ? Là, sauf que là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens pas de créer un antécédent où il va devoir, entre guillemets, lever 850 000 € pour derrière faire du locatif, donc avoir une rentabilité au compte-gouttes. Là, par contre, ce que je fais, c'est qu'il y a un cashing à prendre tout de suite. Pourquoi ? Parce que globalement, on peut vendre 1,4 million. Okay. Donc, le coût de travaux, tout ça, on va réussir à le bloquer à peu près à 750 000. Plus les coûts annexes de financement de tout ça, les intérêts, enfin bref, la constitution de société, etc. Et bien là, derrière, c'est une opération où je lui fais gagner 600 000 balles minimum. Honnête. Non mais, juste pour dire, en tant que marchand, et quand tu raisonnes comme ça, c'est l'aspect financier qui fait, enfin le projet, tu vois, qui fait que derrière, on te suit. Et derrière, il y a plein de solutions pour faire financer des marchands. 99% des banques pour des opérations de marchand de biens vont te dire qu'elles ne te financeront pas ta première opération si tu n'es pas capable de démontrer qu'en fonds propres, tu as déjà eu 3-4 opérations réussies, réalisées. Sauf que
Dans certains cas, il y a des banques qui acceptent de te financer ta première opération, donc bancairement parlant, pas sur fonds propres, avec de l'apport, même si tu n'as jamais été marchand de biens, mais à la condition que tu as un passé d'investisseur immobilier réussi. C'est faux. Il y a des gens qui commencent aujourd'hui marchand de biens. Ok. J'en suis la preuve, j'ai commencé marchand de biens avant d'investir. Et je connais beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup... Là, tu vois, ces dernières années, on a beaucoup parlé de l'investissement immobilier, etc. Et là, si tu t'amuses à regarder les réseaux sociaux, c'est beaucoup marchand. Ouais. Donc, c'est cyclique, tu vois. Les gens qui vendaient de la formation en invest, ils sont obligés de se renouveler, tu vois. Donc, c'est beaucoup de marchands. Donc, non, ça, pour le coup, c'est faux. Donc, il y a une part de vérité sur le côté, les banques classiques vont pas te financer sur tes premières opérations, tu es obligé de démontrer que. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a des petites amalgames de langage aussi. Capable de montrer que tu as déjà fait des opérations. Donc, c'est pas non plus, tu vois, même avec une banque favorable, c'est pas la fin non plus, tu vois. Et indépendamment des banques, même si vous avez une banque bisounours qui vous dit « Ok, t'as pas d'expérience en investissement immobilier, je te prête pour une première opération de marchand de biens », vous vous plantez sur une opération de marchand de biens dès le départ, c'est des années et des années pour vous en remettre. C'est même pas une question. Ça, comme tout investissement, ça comporte énormément de risques. Donc, effectivement, quelqu'un qui veut se lancer en tant que marchand, il va prendre beaucoup plus de risques que de l'investissement locatif. Ouais. Ça, c'est totalement vrai. Aujourd'hui, un marchand de biens qui se loupe sur une opération, derrière, il ne fait pas de rendement. Ouais, donc, du coup, il ne peut pas corriger. Donc, il faut faire attention. Donc, effectivement, sur ça, elle met en garde là-dessus, je suis totalement synchro. Pas une question de banque, c'est toi. C'est que tu as mangé des pâtes pendant des années. C'est ça que ça veut dire. Tu vas perdre de l'argent. Tu peux perdre beaucoup d'argent. Ok, donc ça, c'est sa pub. Okay. C'est fini là ? Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. En fait, déjà d'une, ça ressemble pas trop à une pub. C'est plus, ouais, c'est vrai, c'est plus, tu pourtant, vois. C'est du paid. Enfin, elle a payé pour. Payer un. Tu vois, une journée où tu fais un truc. C'est vrai que Carolin, ça fait plus propre, ça donne beaucoup plus envie, c'est plus engageant. Il y a le texte qui est travaillé, il y a machin. Enfin, tu vois, voilà. Elle, c'est allez, on a fait un cut d'un truc, et puis vas-y, ça fera l'affaire. Bon. Ça n'a pas forcément énormément confiance. Ouais. En 2024, ça suffit plus, tu vois. Mais surtout, je suis étonné parce que, tu vois, la vidéo. Elle vend même pas son truc dans la vidéo, elle parle pas de ce qu'elle fait, elle démontre quelque chose. Ouais. Et donc, mais ça a l'air de plutôt fonctionner parce que tu vois, elle l'a fait plusieurs fois, elle a quand même dépensé plusieurs, donc peut-être que c'est un. Après, je pense qu'elle doit, tu vois, renvoyer vers d'autres contenus, qu'elle a dû faire d'autres trucs où elle développe beaucoup plus son expertise. Si ça se trouve, comme je connais pas du tout le profil, si ça se trouve, c'est quelqu'un soit qui a déjà beaucoup investi, donc qui va maîtriser quand même l'investissement, soit on le voit, il y a des gens aussi qui viennent d'autres domaines, tu vois, par exemple des experts comptables qui se reconvertissent vers des formations d'immobilier. Tu as des avocats fiscalistes qui vont vers maintenant de la formation immobilière, etc. Je ne connais pas du tout le profil, donc je peux pas parler, mais souvent les gens qui quand même se lancent à l'heure actuelle alors que le marché est quand même presque un peu saturé, c'est parce qu'ils sont dans l'écosystème déjà. Ouais, okay. Tu vois, parce que en fait, si tu veux, je pense même si je vais plus loin, je pense que ça c'est quelqu'un qui s'est certainement développé par elle-même, mais sur du locatif. Okay, ouais. Et elle a jamais fait d'opération de marchand de sa vie. D'accord. Ouais. Pour conclure, il y a quelque chose. Ça se trouve, j'ai totalement faux. Ouais. Pour conclure, un peu cette interview, je vais finir avec une question qui revient beaucoup sur les commentaires des formateurs, etc. Maintenant qu'on peut dire que tu fais partie de ces formateurs avec cette nouvelle offre, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent si quelqu'un est devenu riche avec l'immobilier, il ne ferait pas de formation tout simplement parce qu'il est déjà riche? En fait, il y a un côté de vrai et un côté de faux. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens qui ont vendu des formations en investissement immobilier, c'est des gens qui ont certainement commencé sur 1, 2, 3 opérations, qui après ont été bloqués, et donc du coup ont vendu, entre guillemets, leur petite expertise, et derrière, on fait des gains et on réinvestit, et on remet ça en avant, etc. Enfin, tu vois. Donc eux se sont plus enrichis, d'ailleurs, avec leur formation, ou grâce à leur formation, que via la vraie expertise terrain. Mais entre guillemets, c'est ok, on peut pas leur en vouloir, ils ont répondu à un besoin, c'est ok. Tant que la formation, elle donne des bons tips, elle dit des vérités, et voilà. J'aurais jamais tendance à blâmer les formations,
parce que je connais pas mal de gens qui sont passés par des formations. On a d'ailleurs, nous, tu vois, dans nos calls avec des prospects, beaucoup de gens qui ont pris des formations en investissement immobilier. Systématiquement, tu vois, je leur demande un peu quelle formation vous avez fait, machin, etc. Et qu'est-ce que vous en avez retenu ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations où c'est pas très chargé en contenu. Tu vois, c'est beaucoup de voilà ce que j'ai fait, faites comme moi. Bon, ok, ils ont réussi à filmer tous leurs trucs, ils en ont fait une formation, ok, super. Maintenant, il y a des formations qui sont bien, qui sont certainement très complètes et qui sont très très bonnes pour accompagner les gens. Et il y a beaucoup de gens qui passent à l'action grâce aussi à ces formations. Donc, j'aurais jamais envie de blâmer ça, le fait de faire de la formation. Par contre, oui, la plupart des gens qui font de la formation aujourd'hui se sont beaucoup plus enrichis avec la formation. Nous, le contre-pied, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas besoin de cette formation-là pour vivre. On vit très très bien. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la promesse du passage à l'action. C'est on met en avant notre expertise, on met en avant notre réseau, et pour ça, on est payé, tu vois, pour ceux qui prennent le pack à 2490, on est payé pour ça. Mais tous ceux qui derrière ne passent pas à l'action, ceux-là passent par nous, et on les rembourse. Donc ça démontre que, tu vois, notre intérêt, entre guillemets, de gagner de l'argent avec l'académie, c'est pas notre première volonté. Par contre, là où j'ai une volonté qui est assez viscérale, et ça c'est vrai, c'est que j'ai envie que les gens se bougent. J'ai envie que les gens comprennent que c'est à eux de reprendre les rênes de leur vie. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, on l'a dit, et aussi économiquement parlant. On a beaucoup de dettes en France. On a des modèles qui sont très contraignants avec notre système de retraite, etc. Et donc, du coup, je pense aujourd'hui qu'un jeune de 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui est dans la vie active et qui se dit « Ah bah moi, de toute façon, j'ai pas besoin d'investir parce que ma retraite, voilà, j'aurai ma retraite », ça, c'est... faut faire gaffe. Vraiment, et j'ai envie, moi, si tu veux, personnellement, ça, c'est ma conviction, de dire « Mais même si t'en fais qu'un, même si t'en fais que deux, mais prends les devants, investis, fais travailler ton argent, parce que demain, il suffit d'un nouveau président, il suffit d'un nouveau gouvernement, ils disent « Ça y est, on arrête les retraites », bah, il te reste plus rien. Et donc, du coup, en fait, moi, j'ai envie que les gens maîtrisent leur sort. Et tu vois, on parle beaucoup de liberté. Mais la vraie liberté, c'est juste de maîtriser son sort. La première liberté. Après, on peut parler de liberté financière, etc., où chacun a des gaps différents, tu vois. Aujourd'hui, voilà, tu vois, il y en a beaucoup. Et c'est vrai, dans ce qui ressort, c'est, tiens, gagner 10 000 euros, t'es libre financièrement parlant. Ça dépend des objectifs que t'as. Avec 10 000 euros, voilà, tu fais pas non plus tout ce que tu veux. Donc, ça dépend de... Oui, 10 000 euros, oui, c'est correct, tu te fais des sorties, tu te payes des vacances, ok, c'est correct. Bon, est-ce que tu vas te payer la dernière voiture, tu vas te payer une putain de villa de dingue et tout? Non, pas du tout, tu vois. Donc 10 000 euros entre nous. Et encore une fois, faut pas le voir d'un sens critique, ce que je vais dire vis-à-vis des gens, mais j'ai envie que les gens soient ambitieux, tu vois, pour eux, pour maîtriser ça, et aller chercher leur première liberté. Une fois que tu as ta première liberté, c'est-à-dire celle qui te dit « Ok, demain, il n'y a pas le système de retraite, il n'y a pas machin, c'est pas grave, ma famille, elle est à l'abri, on a de quoi vivre, on a de quoi profiter un peu. » Ça, c'est le premier step. Ceux qui arrivent à faire ça, le deuxième step, c'est « Ok, bah, je peux augmenter un peu mon exigence parce que je viens d'atteindre ça. » Et ce qu'il faut retenir, et ça, je sais que c'est les réseaux, tout ça, ils n'aiment pas quand on dit ça, mais aujourd'hui, le monde bouge tellement vite que quelqu'un qui n'est pas en action, c'est quelqu'un qui régresse. Et notre monde aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, coûte beaucoup moins cher que le monde de demain. Donc si tu ne te mets pas en marche, si tu n'es pas dans l'action, et ben demain, et on le dit beaucoup avec la classe moyenne, malheureusement, sera la classe pauvre de demain. Et c'est pas faux. Il y a un choix, tu vois, dans les gens de la classe moyenne. C'est j'entreprends des petits trucs, je mets dans l'action, et là je peux demain potentiellement aller du bon côté, ou je me laisse vivre, je profite, parce que les gens ont peut-être raison. Le principal, tu sais, moi je dis toujours, on a un objectif dans notre vie. Tous, peu importe qui on est, c'est d'être heureux. Tant que tu es à l'aise avec toi-même, avec tes objectifs, tes besoins, et que tu es heureux, moi je dis tout va bien. Par contre, celui qui se dit, à la fin du mois, j'aurais bien voulu faire un resto, tiens, les vacances, machin, bah, c'est peut-être le moment de se dire, il y a peut-être un truc à faire, et de se dire, je peux peut-être changer des choses. Et il y a toujours des solutions. Non, c'est un bon mot de la fin.
Mais je pense que aussi pour conclure, ouais, c'est se rendre compte de la chance d'être jeune aussi, d'avoir 25 ans, même si tu vas pas chercher, tu vois, le top 0,1% des biens, que tu fais pas des opérations de malade mental, tu as 35 ans devant toi. Si tu te dis, allez, je fais ce qui est faisable, j'ai une capacité d'emprunt et sur ces 35 ans-là, je vais faire 4-5 biens immobiliers, pas forcément les meilleurs, quoi, mais... J'ai un très bon exemple. Mais voilà, bah, tu finis, tu pars à la retraite, tu as 5 biens qui sont en location et ça change la vie par rapport à d'autres gens. Je vais te donner un exemple qui est très simple. On n'a pas du tout la même mentalité avec mon meilleur ami, mais voilà, c'est comme mon frère, ça dort, quoi. Tu vois. Dis-toi qu'on a commencé à vouloir investir dans l'immobilier en même temps. Lui, il attend encore la pépite. Ouais. Donc, à un moment donné, vouloir la pépite, bah, tu risques d'attendre longtemps et puis tu feras peut-être 2-3 opérations dans ta vie. Je préfère miser sur moins le côté pépite, un truc un peu plus sécurisé et qui va me garantir des choses derrière, et puis d'enchaîner. Tu vois. Ouais. Ça apporte toujours beaucoup plus. Merci beaucoup, Alexandre, Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. C'était super intéressant d'avoir pu donner tes conseils. C'est cool. Si jamais il y a des gens qui veulent t'appeler ou faire la formation, etc., tout est disponible dans la bio, quoi qu'il arrive. Yes. Et tu prends en plus tous les appels investisseurs, encore c'est moi qui les prends personnel. Mais ça, j'y tiens, tu vois. Voilà. Je suis encore trop concerné, tu vois, dans la stratégie de tout ça. Je me fais un peu engueuler par mes équipes parce qu'en plus de ça, je lésine pas, tu vois, sur les conseils, tout ça. Mais je suis un vrai passionné. Et en fait, si tu veux, demain, pour que les gens comprennent, c'est que moi, je fais ça par passion. Donc, je préfère largement ça et prendre le temps que ça doit me prendre et peut-être rentrer moins de clients par semaine, tu vois. Mais au moins derrière, je fais quelque chose qui me botte et tous les matins, je suis trop content de me lever. Tu vois. Donc si vous prenez un rendez-vous sur 110%, ce sera Alexandre qui vous répondra et qui fera votre stratégie immobilière. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent à se lancer. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, ça leur fera forcément des conseils gratuits. Même s'ils n'investissent pas, c'est des conseils gratuits, une heure. Parce qu'en plus de ça, c'est réglementé par notre métier. Ouais. Donc c'est-à-dire que alors tu peux toujours faire facturer du conseil ou des trucs comme ça, mais ce qu'il faut savoir c'est que nous, quand tu rentres une mission par exemple, tu as des entreprises qui font des frais de dossier. Dans la logique, c'est interdit par notre profession. Ouais. Donc ils te trouvent le truc de c'est des frais parce qu'on t'a mis en place ta stratégie. Okay. Nous on le fait pas. Ok, super. On reste dans les réglementations. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était cool. Ouais, trop bien. À plus. À plus.